Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Il était temps, hein? Alors, je suis Nathalie, by Night Création. J'espère que vous allez bien. Alors, ceci est un podcast créatif. On parle beaucoup de tricot, couture, teinture. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi comme début, je vais recommencer. Non? Qu'est-ce que vous en dites? Je vais recommencer, hein. Je bafouille, je sais pas, ça fait trop longtemps. Bonjour, bienvenue à ce podcast créatif. Je m'appelle Nathalie, by Night Création, et je suis belge. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Faudrait que je recommence, peut-être. Oui. Ah, de nouveau. C'est la 14e fois que je recommence. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie. Alors, je reviens vous voir parce qu'il fait beau. Il y a toute la semaine, je me suis dit que j'allais enregistrer. J'ai recommencé cet épisode, du coup 14 fois, donc ça c'est la 15e. Mais je pense qu'il y a de nouveau un couac, donc je vais vous laisser là. À bientôt. Bonjour! Bonjour, je m'appelle Nathalie, By Night, et ceci est le nouvel épisode de mon podcast By Night. C'est le 41e épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et puis, je cafouille, je vais vous parler de teinture, de couture, de tricot, et puis des derniers salons que j'ai faits. Et puis, voilà. Bon, un peu de sérieux. Je suis donc Nathalie, la vraie, by Night Création. Vous me retrouver sur ce pseudo-là sur Instagram, sur Facebook et sur Patreon. On en reparle très vite. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry, sur le pseudo By Night tout court. Et le groupe By Night Die, si vous voulez partager les réalisations que vous faites avec l'Hélène que je teins. Donc ceci, comme Laurence l'a dit, est le 41e épisode de mon podcast. Et ça fait trop longtemps, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment longtemps, que ça faisait 2 mois presque que j'avais plus enregistré. En fait, j'ai fait un truc que je fais jamais, c'est tout à coup je me suis dit bon il va falloir que je m'y remette. Je vais aller voir de quoi j'ai parlé dans le dernier épisode, je m'en souvenais plus, donc j'ai un peu regardé l'épisode en diagonale, l'épisode précédent, et qui datait de la mi-juin. Ça m'a permis de me rendre compte que je portais exactement le même chemisier. Je me suis pas changée. Pendant 2 mois, j'ai mis le même chemisier. Donc voilà, mais oui, voilà. Donc il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de choses, et voilà, j'ai eu la visite de plusieurs copines, comme vous pouvez le voir. La petite intro, je trouvais ça tellement amusant. C'est Lise est venue passer quelques jours à la maison, et un jour où je prenais ma douche, elle m'a piqué mon téléphone et elle m'a fait la surprise. Donc j'ai retrouvé la vidéo après. Je me dis, ah, c'est amusant. Et puis Laurence et Julie sont venues passer la soirée samedi soir à dernier. Et je leur raconte ce que Lise a fait. Elles ont fait, ah, mais nous aussi, on va te faire une intro. Donc voilà. Donc je me suis dit que j'allais combiner tout ça pour vous faire une petite intro amusante à ce podcast, pour me faire pardonner d'avoir été absente si longtemps. Les 2 mois derniers ont été un peu avec des hauts, des bas. C'est un peu difficile. Le mois de juin était très compliqué. Je l'ai dit à la fin de l'épisode précédent, mon frère a subi une grosse opération. Ma meilleure amie a subi une grosse opération. Le meilleur ami de mon mari a subi une grosse opération. Et donc ça faisait beaucoup d'émotions, voilà, tout s'est très bien passé, tout le monde va très très bien. Mais en 10 jours, avoir 3 personnes qu'on aime tellement fort hospitalisées, c'est un peu difficile à gérer pour des hyper émotifs. Et puis j'ai eu un espèce de petit coup de mou. J'avais l'impression de tourner en rond dans tout ce que je faisais, que ce soit au niveau tricot, au niveau de teinture. J'arrivais plus très bien à savoir ce que je voulais faire, mais avec cette espèce d'obsession que j'ai des objectifs. J'ai un agenda très chargé d'ici à la fin de l'année. Il y avait le festival de les chevaux solidaires qui arrivait, et puis les suivants, et ainsi de suite. Et donc ça ne s'arrête jamais. J'ai des salons tous les mois jusqu'à la fin de l'année, voire parfois 2 par mois. J'en ai 2 cette semaine. Et donc, du coup, j'étais un peu dépassée par mes propres événements. Et donc, je me suis réfugiée dans l'éco-print. Beaucoup. C'est un processus qui prend énormément de temps. Cueillir les feuilles, les faire tremper, préparer les tissus et tout et tout. Mais ça me fait... Et puis tout cuire, et puis attendre surtout avant de pouvoir déballer, que ce soit bien sec, que ça a bien imprégné. Et voilà, donc je me suis un peu perdue, un peu laissée aller. Pareil au niveau de tricot.
Voilà, on commence tout de suite par les états d'âme. Enfin, voilà, et puis la vraie vie aussi, hein, les projets, se rend compte que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas pris de congé, qu'on n'a pas fait de pause, que le corps est un petit peu au bout du rouleau, que c'est pas normal d'avoir des coups de fatigue monstrueux tous les jours à 13-14 heures et d'avoir besoin de dormir. Donc j'ai un peu ralenti et je me suis un peu écartée en fait, voilà, de mon quotidien. J'ai un peu essayé de casser mon rythme, surtout après le festival de l'Écheveau solidaire, qui était un très très chouette moment. Merci à toutes celles qui sont venues nous voir, là-bas au loin, dans la fournaise et la poussière. Attends, c'était un très 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 chouette moment. Ça me paraît déjà loin, en fait, c'était il y a presque pile un mois. On a passé un bon moment, il n'y avait pas énormément de monde, on a vraiment le temps de papoter avec tout le monde. Il faisait chaud, l'endroit était chouette, Lily a organisé ça de main de maître. Il y a eu les petits soucis de réseau dont beaucoup de monde a déjà parlé, donc en fait, sachant qu'il n'y avait pas de réseau internet du tout, pas de 4G, pas de 3G, pas de Edge, rien, elle avait prévu un système de bornes de routeur Wi-Fi qui ne fonctionnait pas. Donc du coup, on s'est retrouvés un peu à l'écart du monde pendant 3 jours, juste entre nous, et franchement, c'était pas mal, quoi, c'était chouette. Voilà, on était très nombreux dans l'exposante, c'était un premier événement, il y avait pas énormément de visiteurs. Donc il y a des gens qui sont repartis fâchés. Moi, voilà, je suis contente. J'ai passé vraiment un bon week-end. Ça nous a fait une petite escapade en amoureux. Et c'est directement après ça que Lise, très Lisis Power, est venue passer quelques jours à la maison. Ça nous a fait du bien toutes les deux. C'était là juste la semaine où il faisait 42, 43 degrés. Là, on a battu tous les records de chaleur pour la Belgique. Et donc, on a passé 2 jours enfermés à papoter autour du ventilateur. Et puis, il a plu pendant 2 jours. Donc, on a passé 2 jours dans le canapé. Sous les couettes. Et voilà. Mais ça, voilà, ça nous a fait du bien à toutes les deux. Et ça m'a permis de faire une petite pause aussi. Donc, voilà, comme je vous disais, je me rendais pas compte à quel point j'en avais besoin. Et donc, ça m'a permis de redémarrer un peu. Et puis, donc, au milieu de toute cette période de doute et de questionnement de où je vais, de comment je fais pour être un petit peu moins épuisée, j'ai un peu fait le bilan de tout ce que je faisais depuis un an. Je suis seule, voilà, c'est normal, c'est mon choix, hein, je vais pas me plaindre du tout. J'ai la chance extraordinaire de pouvoir vivre de ma passion, enfin de pouvoir vivre ma passion au quotidien. Je m'éclate, mais c'est très physique. Et puis il y a tous les à côté qui prennent tellement de temps, qui vont du rebobinage des écheveaux, étiquetage des écheveaux, donc impression des étiquettes, et puis prévoir qu'on n'a plus assez d'étiquettes et qu'il faut en faire réimprimer. Et puis il y a la gestion du site, la mise en ligne, les photographies. Tout ça sont 2 étapes, la gestion de la comptabilité, la gestion du stock. Et puis on en a profité aussi, mon mari et moi, que ce soit un peu plus calme pour enfin aménager convenablement la pièce dans laquelle je stocke toute ma laine. Cette pièce, on ne savait plus y mettre un orteil. Il y avait tout le matériel de 10 ans de marché, plus toute notre paperasse de 15 ans de vie commune, plus, voilà, on n'a pas de grenier, on n'a pas de cave, on a une assez grande maison, mais on n'a ni grenier, ni cave, ni buanderie, on n'a pas de pièce bazar. Et donc, tout était dans cette même petite pièce qui fait 2 mètres sur 3. Et donc, on a réussi à recaser la majorité des choses en passant par le stade où on range les chambres des enfants. Enfin, ça fait 4 ans et 6 mois qu'ils sont partis. On fait un tri dans les meubles, on en donne, on en jette. Et puis on a retransformé donc toute la pièce où je stocke ma laine. Et maintenant j'ai toutes des étagères sur les 4 murs. J'ai 2 murs avec la laine qui est déjà teinte, ce qui est en ligne, ce qui n'est pas en ligne, qui sont triés, comme ça je sais m'y retrouver. J'ai un mur avec la laine qui est déjà mordancée, parce que tout ça je fais à l'avance. Et j'ai un mur avec la laine qui est achetée, pas encore ni préparée, c'est-à-dire que je mets des liens... des colsons, comment ça s'appelle, détachables, des repositionnables, pour préparer la laine, pour l'empêcher de s'emmêler dans les casseroles. Enfin voilà, donc tout ça est bien trié. En dessous, dans des étagères, j'ai tout mon matériel de marché, j'ai ce qui prend une place folle, je sais pas comment font les autres ceinturières dans des appartements, tout ce qui est caisse, enveloppe et compagnie pour préparer les envois. Enfin voilà, tout ça est au même endroit, il y a même ma tante, il y a mon barnum, enfin voilà, tout est dans la même pièce, c'est assez, à part les tables. Mais bon, celles-là, elles sont toujours en plein milieu du hall d'entrée, voilà, c'est accueillant. Venez chez moi, il y a des tables, plein. Donc voilà, qu'on a fait ça, ça prend du temps aussi. Ça m'a permis aussi de revoir, en fait, vraiment bien, parce que toutes mes caisses étaient juste empilées. Je dois vous avouer que pendant un an, chaque fois que j'avais une commande, j'étais « Oh non, c'est la caisse du bas !» et je devais déplacer 16 caisses de laine pour aller retrouver les chevaux qu'on m'avait commandés. Et donc maintenant, ça y est, j'ai plus ce problème-là. Et enfin voilà, ça nous a pris du temps. Ça m'a permis de voir aussi ce que j'avais déjà vraiment comme stock, ce que j'avais comme couleur beaucoup, ce que j'avais plus assez, et voilà. Donc je me suis fait une espèce de planning et de mise
mise en abîme sur ce où je veux aller, sur ce que je veux faire, sur comment je veux le faire. Et j'ai réfléchi à quelque chose qui me trottait dans la tête depuis plus d'1 an, c'est-à-dire j'aime beaucoup le principe de la plateforme Patreon, qui est une plateforme entre guillemets de financement participatif. C'est un peu difficile à expliquer. Eux s'autodécrivent comme une plateforme de soutien aux créateurs. Beaucoup de designers sont dessus, et alors je sais qu'en teinturière Square Alliance, Lisa est dessus. L'idée en fait c'est une plateforme d'échange où il y a un soutien de la part des patronettes et contre du contenu exclusif, des news exclusives, des petites coulisses, des petites... Et donc ça faisait longtemps que j'y pensais, c'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place, déterminer est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile. Comme je vous dis, je fais vraiment toutes les étapes, mais ça veut dire que je fais aussi ma compta, que c'est moi le coursier qui va déposer les colis, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui sors les poubelles, c'est moi, enfin je sais pas, il n'y a pas une étape de mon travail d'indépendante qui n'est pas fait par moi-même. Enfin, oui, vous le savez, mon mari m'aide beaucoup. Il m'aide souvent à rebobiner la laine il est là sur tous les marchés. Il me sert de super méga chauffeur et de super vendeur de laine. Mais pour tout le reste, mes journées, parfois j'ai l'impression d'avoir rien fait et j'ai fait plus de 500 trucs différents. Et j'ai passé mon temps, moins de 10 minutes dans chaque pièce, à exécuter un truc sur ma to-do list. Je peux vous donner un exemple, j'ai ma to-do list. Ça, c'est ma to-do list de lundi. Ça, c'est ma to-do list d'aujourd'hui. Et encore, ça, c'est juste les trucs vraiment... Après, il y a toutes les autres choses parce qu'elles sont là, autour de moi, et que je sais que je vais devoir les faire. Et donc, j'ai envisagé... Je me suis dit, qu'est-ce qui est vraiment déjà en trop dans ce que tu fais et qu'est-ce qui peut passer par quelqu'un d'autre? Donc j'ai pensé aux problèmes administratifs, à la comptabilité. Le fait de faire aussi, je vous en parlais dans le dernier épisode, d'essayer d'avoir de plus en plus de modèles tricotés comme modèle d'exposition pour qu'on puisse voir le résultat quand c'est dans le cadre d'une collaboration, voire même d'un modèle qui m'a beaucoup plu ou que je trouve qui convient bien à la laine que je vous propose. Et je ne sais pas tout tricoter moi-même. Il y a un moment, je n'ai que 2 mains et quand je me retrouve dans des journées où sur une semaine, j'arrive à tricoter 4 ou 5 heures, c'est difficile de faire 4 ou 5 projets et de les avancer. Surtout que si c'est, entre guillemets, un modèle d'expo, le tricot pour moi est égoïste, je vous l'ai déjà dit. C'est ma soupape. Et donc si même ma soupape devient uniquement professionnelle, je ne le fais plus avec plaisir et donc je procrastine et puis je ne tricote même plus. Donc c'est un peu... Donc voilà, donc je me suis inscrite sur Patreon et j'ai été énormément touchée parce que je ne m'attendais pas à ça. Vous êtes une 70aine à m'avoir directement soutenue et à m'avoir rejointe. Waouh, merci beaucoup. Grâce à ce soutien, je vais pouvoir faire appel à un comptable. Je suis déjà en contact avec quelqu'un. J'ai pu demander, j'ai fait un appel à voilà, il y a tel modèle que j'aimerais avoir comme modèle d'expo. Est-ce que quelqu'un est d'accord de le tricoter? Enfin voilà. Donc l'idée de Patreon, il y a un aspect financier clair et net, je vais pas le cacher, mais il y a surtout dans mon envie d'avoir autour de moi un groupe de personnes vers qui je peux me tourner quand j'ai un appel à l'aide, un doute, un soutien, à qui je peux raconter parfois des petits secrets. Sur des futurs projets, des futures collaborations, des futures nouveautés. Parce que c'est pas évident non plus pour moi de toujours tout garder pour moi, de pas savoir à qui m'adresser. Voilà, il y a mon mari. Petite transition en plein milieu d'une phrase. Vous voulez vous moquer de moi jusqu'à la fin des temps? Je crois y avoir branché mon téléphone pour qu'il soit directement dans l'ordinateur et qu'il charge. Et donc voilà. Et parce que la batterie était presque plate. Et en fait, l'autre côté de la prise n'était pas branché dans l'ordinateur. Donc tout à coup, il n'y a plus du tout. Et donc j'ai continué à parler. Et il se passait plus rien. Donc voilà, donc j'en étais au fait que je parlais de Patreon et je vais plus épiloguer encore des heures. Ça ne doit pas vous intéresser toutes. Donc voilà, l'idée de Patreon, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer, de pouvoir me confier, de pouvoir vous appeler à l'aide et de vous tenir au courant des petites choses un peu à l'avance. Genre voilà, je ne vais pas vous donner la date d'enregistrement de ce podcast parce que les patronettes auront le podcast avant tout le monde et donc l'ont peut-être déjà vu et pas vous, nananère. Voilà, ça fait partie des petits cadeaux. Ça ne veut pas dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de podcasteuses qui sont passées sur Patreon, qui ne font plus de podcast. Pour moi, le podcast est vraiment trop
trop important pour que j'arrête de le faire. Si je n'ai pas fait pendant 2 mois, comme je l'ai dit au début de l'épisode, ça n'est pas parce que j'étais ailleurs, c'est juste parce que je n'avais pas l'énergie, pas l'envie et que j'avais pas grand-chose à vous montrer. Voilà, c'est... ça demande beaucoup d'énergie d'enregistrer un podcast, parler autant sur une journée, c'est parfois plus que ce que je fais sur une semaine. Hein. Rappelez-vous, je suis 5 jours sur 7 toute seule à la maison, donc voilà, donc je parle plus sur un épisode de podcast que ce que je peux faire sur tout le reste de la semaine. Bref, donc quoi qu'il en soit, Patreon ne va pas remplacer YouTube, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas de raison que vous deviez, entre guillemets, payer pour me voir, alors que c'est pas l'idée de ce que je veux créer avec la communauté Patreon. Si vous voulez plus d'infos, je mets le lien ici en dessous de la vidéo, et sinon dans les notes de l'épisode également sur mon site, donc bynightcreation.com/blog, et là vous avez toutes les notes de tous les épisodes, et c'est là aussi que j'ai la liste de toutes les patronettes que je remercie fort, fort, fort. Voilà. Bon, on va parler de quoi dans cet épisode, à part de parler du vent. Je vais peut-être faire un tout petit topo agenda, futur salon. Je vais vous montrer 3 projets terminés, un projet transformé. Je n'ai pas d'encours à vous montrer. Et j'ai 2 projets terminés couture, mais c'est 2 fois le même, mais ils sont différents. Et je crois que voilà, c'est déjà pas mal. Je crois que mon introduction dure déjà plus d'1 quart d'heure. Donc voilà, on va passer par l'agenda. Ça va être un peu juste. Mais donc cette semaine, je suis en Belgique, enfin. Je n'avais plus fait de salon en Belgique depuis le mois de février. Donc je serai jeudi 15 août à l'abbaye de Saint-Denis en Broquerois, je ne sais jamais, 5034 Mons. C'est un marché d'une journée. Ce sont 2 nanas qui organisent un marché de producteurs locaux. Alors ça va vous amuser en France, mais en Belgique, on n'a plus de marché vraiment de producteurs locaux. Et donc, elles sont en train de réactiver complètement ça, vraiment avec un esprit zéro déchet, circuit le plus court possible et compagnie. Ça a lieu, je crois, 1 fois par mois dans le magnifique site de l'abbaye de Saint-Denis. Et pour fêter l'anniversaire, elles l'avaient déjà fait l'année passée. Elles invitent en plus des créateurs à venir partager leur travail. Et donc, c'est toute la journée de jeudi. Ils annoncent de la pluie, ils annoncent du vent, et c'est mon seul marché de l'année sous Barnum. Je sens que je vais passer ma journée. Donc si vous voulez me voir accrocher un Barnum, c'est le moment, c'est l'instant, c'est jeudi. Voilà, et alors samedi et dimanche, je serai au marché de Hove, qui est une foire aux artisans, qui dure depuis près de 30 ans. Il y a genre 150 exposants. Il y a de tout, hein. Il y a des très 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 beaux artisans. Il y a des plus madame qui bricole toute l'année, qui vient revendre. Il y a quelques revendeurs aussi, surtout au niveau produits alimentaires, comme sur beaucoup de marchés, ce qui est d'ailleurs en train un peu de tuer le marché artisanal et le marché de Noël en Belgique. C'est qu'il y a trop d'événements et donc pas assez d'artisans pour les remplir, et donc on met un peu de tout, et donc du coup on ne sait plus à qui s'y fier. Mais bon, voilà. Mais donc Hove, c'est un marché auquel je tiens très très fort. Tous les potes artisans, on s'y retrouve, c'est notre rendez-vous traditionnel, et donc c'est avec beaucoup d'impatience quand on va retrouver tout le monde, parce que là depuis le mois de février ça fait trop long. Le rendez-vous suivant, c'est le dernier week-end de septembre, Bruxelles, les fêtes romanes. La semaine d'après, premier week-end d'octobre, l'heure de la laine à La Bonneville-sur-Iton. Et puis après, je serai à Gand, mi-novembre, pour le Antwerpers, la bourse aux loisirs créatifs, et puis au CSF, en gros. Mais j'en reparlerai. Mais donc, si vous voulez me voir très rapidement, Hove, c'est Anguin, c'est à mi-chemin entre Bruxelles et Lille, à peu près, pour vous donner une idée. Je crois que oui, c'est ça, il y a 45 minutes de chaque côté. Si vous voulez venir nous faire un petit coucou à Jean-Luc et moi, Monsieur By Night et moi. Oui, lui, il sera peut-être pas là tout le week-end, mais bon, voilà. On passe au truc, hein, c'est pour ça qu'on est là, hein, ceci est un podcast créatif. Donc nous allons parler tricot. Passons aux choses sérieuses. Alors, d'abord, avant de parler tricot, je vais vous parler du chemisier que je porte, qui est le même que la fois passée. Je vous jure, c'est pas fait exprès, mais ça tombe bien, parce que plusieurs personnes m'ont demandé de quel modèle il s'agissait. Ce n'est pas un modèle qui existe, j'avais fait une combinaison. Je pense que je l'ai fait l'été passé ou l'été d'avant. Je sais que je vous en avais parlé dans le podcast. Le coton, c'est du coton, popeline de coton, style coton à chemise de chez, à mon avis, des Coupons Saint-Pierre, qui à la base, c'était des petits pois argentés, mais forcément, à force de porter lavé, ben, l'argenté est parti. C'est juste gris. Et c'était une combinaison d'une tunique que j'aime beaucoup, qui a ce système de plis sur la manche. Donc voilà, donc en fait, le côté
et le dos viennent de la tunique. Et normalement, la tunique a juste un col V. Et je me rends compte avec l'âge que j'ai de moins en moins envie de porter de tunique, de plus en plus de chemisiers, je vous l'ai déjà dit. Et donc en fait, j'ai juste coupé mon patron en deux au milieu. J'ai retiré 2 cm et je suis venue y ajouter une patte de boutonnage classique. Et j'y ai mis un col, donc j'ai modifié la parmenture pour que ça corresponde à la parmenture d'une chemise classique. Donc en fait, j'ai fait un mix entre 2 patrons en superposant le patron de la tunique sur le patron d'une chemise pour que la partie extérieure et la partie des plis soit la partie de la tunique et que la partie qui vient reprendre le col et l'encolure soit celle de la chemise. Et puis c'est un col de chemise tout à fait classique. Je suis carrément en train de me demander si c'est pas la chemise modèle homme de la chemise de mon mari que j'ai utilisé comme col. Le col n'est pas triplé parce que je voulais que ça reste mou puisque c'est une chemise d'été légère. Et alors dans le bas, j'ai fait les arrondis de la chemise de mon mari. Normalement, la tunique est droite, mais donc j'ai suivi les arrondis. Et alors dans le haut du dos, c'est pareil, il y a les plis de la tunique. Voilà, et je l'adore, je le porte énormément. Comme modèle qui serait quasi équivalent et en fait qui se ressemble très 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 fort et que j'ai refait pas mal aussi, il y a la blouse pivoine de Delphine et Morissette. C'est vraiment très très proche, elle est juste plus large la blouse de Delphine et Morissette et alors elle a un plus gros arrondi et alors il y a des gros bracelets de manches qui viennent s'ajouter que je ne mets plus à chaque fois en fait parce que je me rends compte que je préfère ceci. Donc quand je refais maintenant la blouse de Delphine et Morissette, finalement je fais ceci avec la Delphine et Morissette est prévue avec un col, parfois je fais juste avec un col Mao. Je pense que je vous en ai montré il y a 2 épisodes, 1 ou 2 que j'avais faites sans le col. Donc voilà, et et je ne mets plus à chaque fois le bracelet de manche pour la simple raison que quand on met un gilet, en fait comme la manche est le bracelet est très large, ça fait une espèce de bosse qui n'est pas très très jolie. Mais voilà, en gros, je vous ai parlé donc, j'ai pas oublié cette fois-ci, parce que je me suis dit, je vais faire une petite story sur Instagram pour vous parler de cette chemise. Mais donc, si le modèle vous plaît vraiment, partez sur la chemise Delphine et Morissette. Mais alors, au lieu de rajouter le bracelet de manche qui est prévu, faites juste un petit rabat ici au niveau de la manche. Voilà, un petit ourlet replié. Le Rockpick cardigan de Marion M, dont je vous ai déjà parlé, je crois, 3 fois, est terminé. Il me restait genre ça à faire l'épisode précédent, donc c'est pas grand-chose. Il est tricoté donc Marion M, c'est Ioarma sur Instagram. Il est tricoté en allure de la bien-aimée coloris extraordinaire Goldenrod. C'était mon gros cadeau, auto-cadeau à Lyon au Knit-It. C'est un gilet, comme j'aime, un peu ample, avec des raglans, un col châle, avec ce joli petit point texturé sur le col. On commence par tricoter, je ne sais plus exactement. Est-ce qu'on commence là? Oui, je crois qu'on commence la bande au milieu, montage provisoire, on fait une partie, puis on fait l'autre partie, et puis on vient relever les mailles dans le bas pour former forcément le début du devant, la manche et le dos ici. Et puis on part en raglan classique, mais en continuant la bordure qui est en miroir de part et d'autre. Quand on arrive au bout du raglan, on met les manches en attente, on continue le corps, en continuant jusqu'en bas la bordure, et puis après on a les manches. Il se tricote, normalement il est prévu avec une laine de Lafay Fil, et il est tricoté en 3,75 de mémoire de base, sauf que le fil allure de la bien-aimée, c'est un mélange, je sais pas où est-ce que j'ai retrouvé l'étiquette. Donc c'est 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Bon, je ne sais pas si ça vaut la peine de vous montrer l'étiquette de la bien-aimée, tout le monde connaît. C'est un fil qui est très fin et qui est très très mou. Et le tissu en 3,75 n'était pas beau, c'était trop trouteux, c'était trop fluide, surtout que je tricote un peu lâche. Donc du coup je suis descendue en 3,5 et je suis montée d'une taille. Donc alors, de mémoire j'ai fait le XL au début pour la construction, mais j'ai terminé sur le L, sinon les raglans étaient trop longs. Je ne sais plus exactement ce que j'ai fait, ou j'ai diminué le nombre. Ah, c'est ça, c'est que les manches auraient été beaucoup trop larges. Elles sont déjà assez larges, les manches sont vraiment bien, on peut passer un chemisier dessous sans que ça flotte de trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ralenti les augmentations. Au lieu de les faire tous les 2 rangs, je les ai fait tous les 4 rangs à la fin du raglan
pour arriver au nombre de mailles à peu près du L. Alors, j'avoue que les manches, je suis rarement les patrons. Je sais que autant de mailles, ça va me donner une manche fit, en 3,5 surtout, parce que je tricote la majorité de mes projets en fingering. En 3,5, ça va me faire une manche serrée. Enfin, autant de mailles va me donner une manche serrée, autant de mailles va me donner une manche plus large. Je la voulais un peu large, mais pas trop. Et donc, je sais que, voilà, de mémoire, genre 80 mailles suffisent. Et puis après, je fais les diminutions, genre tous les 6 ou 8 rangs, pour arriver à être autour de 60 mailles au niveau du poignet. Je me demande là si j'étais pas à 70. Enfin voilà, on termine juste sur 2 rangs de côte de 1-1. Pareil dans le bas du pull, c'est juste... voilà, j'ai fait comme d'habitude, hein, vous l'avez vu dans l'épisode précédent, j'ai fait mon raglan, quelques centimètres plus bas que le raglan, j'étais à la fin d'un écheveau, j'ai pris les 2 autres du premier écheveau, j'ai pris les 2 autres écheveaux, j'ai fait mes manches, et avec ce qui restait des manches, j'ai terminé le pull. Je crois qu'il me restait moins, à la fin je pesais genre, il me faut autant de grammes pour faire un rang, donc il me reste de quoi faire 12 rangs, et puis il faut rabattre. Et donc, il me restait, je crois que j'ai même pas gardé, il me restait même pas de quoi faire un rang. Je suis super, super contente. Je l'ai déjà porté, malgré la canicule, malgré la chaleur. Tout le monde se plaint de la chaleur. Mais bon, voilà, je vis en Belgique, hein, donc il y a des matins où il ne fait que 16-17 degrés. Il y a des soirs où à 22 h, il ne fait plus que 15 degrés. Et donc j'ai déjà pas mal porté. Je suis un peu décontenancée par la qualité de la laine, j'avoue. Alors, le drapé est extraordinaire, la douceur est hallucinante. Il y a une chose que je craignais, parce que chaque fois que j'ai fait des vêtements en alpaga, ils ont pris une taille ou 2 au moment du lavage. Ici, elle n'a absolument pas bougé, parce que sur alpaga et soie, en plus, la soie donne aussi tendance à s'agrandir. Alors, j'imagine que c'est lié à l'alpaga, au cachemire. On les voit pas bien. Mais ce n'est plus que... Alors, je l'ai déjà rasé une fois. Voilà, je crois qu'on voit. Donc je l'ai terminé il y a moins de 2 mois forcément, puisqu'on s'est vu il y a moins de 2 mois. Enfin, vous m'avez vu surtout. Donc voilà, donc je suis un peu décontenancée. J'ai déjà rasé une fois. Je vais partir du principe que c'est lié au fait que le fil est fluffy, que c'est les bouloches du début. Bon voilà, après je sais par exemple à base Orion, bouloche aussi, que je suis une super boulocheuse, que dès qu'il y a un peu... Parce qu'il bouloche pas ailleurs, j'ai déjà eu des laines qui boulochent ailleurs que dans les endroits de frottement. Là c'est vraiment juste sous les bras, au niveau des seins. Donc voilà, mais je suis super contente de mon choix de couleur. C'est vraiment une bombe de soleil, voilà, et ça fait du bien d'avoir un gilet pêchouille, voilà, même si j'en avais déjà en fait que j'avais tant au curcuma dans ces couleurs-là, mais qui n'a pas du tout la même forme. Et vous le savez, je suis complètement dingue de col châle. Alors je sais quoi, j'avais le même chemisier à l'épisode précédent, ça ne tombait pas très bien, mais maintenant qu'il est bloqué, que le col est bien droit, bien plat, ça fonctionne très très bien. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à ce modèle. À la base, il est rayé. Moi, je ne l'ai pas fait rayer. Vous connaissez mes amours des rayures. Mais si ça peut vous inspirer de le faire en unicolore, il fonctionne très très bien aussi. Je vous le remonte de haut. Voilà. Sur le moment, je me sens le plus débile, je crois, c'est quand je tournicote devant mon écran. Le Rock Pick cardigan de Marion M. Allez, on va passer au projet terminé suivant, dont je vous ai parlé aussi dans l'épisode précédent. J'ai fait tout un pull. Je vous présente le pull Plum de Junko Okamoto. J'en suis folle, me suis éclatée à le faire. Alors, je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent parce qu'il était dans mes futurs projets et en fait il est monté sur mes aiguilles à mon avis pendant que l'épisode podcast chargeait, où j'ai fait les pelotes le jour même. Donc, c'est un modèle qui est sorti en 2017, sur lequel j'avais complètement flashé, mais qui est une forme improbable, qui ne correspond à rien et qui est très très large et très très mou et que j'avais l'impression que ça ne m'irait pas du tout. Onitite, une dame est passée le portant et elle m'a proposé de l'essayer. Et donc, je ne me suis pas vue. Plusieurs personnes ont dit, mais vas-y, fonce. Oui, ça te va. C'est un pull qui se tricote en 3,5 en sport. Il est prévu normalement avec les je ne sais pas comment le prononcer, Moke Yarns, M-O-E-K-E, qui est une marque de laine roumaine. En fait, c'est une dame en Roumanie qui redéveloppe l'utilisation de la laine. La Roumanie, c'est comme tous les autres pays d'Europe. La laine, on en faisait soit on l'enterre, soit on l'envoie en Chine pour la transformer en matelas et en laine d'isolation. Et donc,
Elle redéveloppe le circuit lavage, cardage, filature, etc. Et donc elle propose toute une gamme de fils non teints, très très rustiques, voilà. Et donc Junko Okamoto, qui est une designer japonaise, travaille énormément avec les laines de Moike Yarns. Donc 3,5, il n'y a pas de taille, enfin voilà, il n'y a qu'une taille en fonction en fait de son gabarit ou de son volume ou de comment on va serrer l'encolure. Il devient de plus ou moins large, donc il y a sur beaucoup de photos, il vient se mettre comme ça sur les épaules, ce que je ne voulais absolument pas. Et puis après, donc on a tout un système de côte avec un système d'augmentation qui vient de former ce col V. Et puis après, on a cette torsade. Enfin, en fait, tous les détails de ce pull me plaisent. Le fait d'avoir une dentelle, d'avoir une torsade, d'avoir du jacquard. Ça combine tout ce que j'aime en tricot en un seul projet, plus le fait que c'est pas une construction habituelle, qu'on a un peu un système... Est-ce qu'on a des augmentations? Ben non, après on a un système de raglan. Enfin bon, voilà. Donc, comment il se commence? On fait un montage provisoire au crochet. Je ne ferai plus jamais d'autres montages provisoires, si c'est possible, que celui-ci. Regardez la propreté de ce montage. Je trouve ça époustouflant. Ça prend un peu de temps à mettre en place, mais on défait le crochet et on a ça. Nickel, quoi. Et donc, il restait juste au début, en utilisant les fils qui restaient, que j'ai rentré pour bien fermer proprement. Alors, on commence en aiguille. C'est tout un jeu d'augmentation de numéro d'aiguille. On fait X rangs avec des aiguilles 2, puis 2 ou 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,25, 3,5, qui fait que du coup, en plus des augmentations qu'on fait ici et ici, non pas encore. Oh, j'aurais mieux fait de relire le patron avant de commencer à vous en parler. Donc en fait, on fait des augmentations ici, plus en jouant sur le numéro d'aiguille. Ah oui, c'est ça, alors ici, un jeu d'augmentation pour former l'épaule du dos. C'est ça, on augmente ici, on augmente là, et on augmente le numéro d'aiguille, ce qui fait que ça forme la bande de côte. Et puis après, on est en 3,5, et tout le reste du vêtement se fait en 3,5, à part la partie jacquard qu'elle préconise en 3,75, puisque souvent on serre plus le jacquard que le jersey, et sûrement que la dentelle qui est faite juste au-dessus, surtout que la dentelle, il y a un système de rang droit, rang envers, et vous savez que ça prend aussi plus de place. Voilà, donc on a une alternance de sections, tout en reprenant, alors on continue les augmentations de cette épaule-là, et on fait les augmentations, c'est pas des augmentations du raglan en fait, c'est des augmentations au niveau de l'épaule, qui font la forme générale. Après on fait la section de jacquard, on refait une section de dentelle, et franchement je suis désolée, j'aurais dû relire le patron parce que je ne suis pas... Non, parce qu'on reprend... Enfin, voilà. Et donc, après, on sépare les manches et le corps. Le corps se continue en jersey, sauf qu'on reprend la dentelle, la torsade. Et cette torsade se retrouve aussi sur toute la manche. Normalement, il est uni au niveau des poignets et au niveau du bas. Alors, je n'avais pas assez de laine et de toute manière, je le trouvais un peu triste. Et donc, du coup, j'ai fait les poignets et le bas du corps dans les laines. Les laines, je vous ai même pas parlé des laines. Spinny de Isager. Ça, c'est le coloris 61. Et ça, c'est le coloris 39S. Quand il y a un S dans les laines Spinny, ça veut dire qu'elle est tuidée à la base. Donc, le fil de base n'est pas blanc. Ils ont les gammes de couleurs. Par exemple, il y a le 39 qui est un pêche saumon. Et le 39S qui va être un peu plus foncé parce que la laine sur laquelle la couleur a été mise n'était pas blanche à la base. J'ai tricoté en double, donc c'est un fil lace, 100 grammes aussi 100 mètres, que j'ai tricoté en double. Je dois vous avouer, c'est une laine sèche. Elle n'est pas très chaude, c'est assez amusant parce que je le porte beaucoup. Je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais à ne le porter qu'en hiver, mais non, je le porte beaucoup. En fait, comme il est très large et que la laine n'est pas si chaude que ça, il n'est pas très chaud. Il est vraiment juste super léger, super agréable à porter. Au total, j'ai donc 500 grammes de laine. Il me reste... j'ai vraiment visé. Hein. Il me reste ceci. J'ai dû l'allonger de 15 cm par rapport à ce qui est prévu. Je crois que normalement, il s'arrête ici.
Voilà, et donc moi j'ai ajouté tout ceci. C'est ça aussi qui fait que j'ai manqué de laine. J'avais visé la laine par rapport au modèle qui était prévu. Je me souvenais plus quand je l'ai essayé chez l'autre dame à quelle hauteur il arrivait sur mon corps. Et donc c'est en l'enfilant que je me suis rendu compte que non, j'allais pas arrêter mon pull 10 cm après avoir séparé les manches parce que ça ne ressemblerait à rien. Enfin, c'est-à-dire commencer les côtes à ce moment-là. Donc j'ai été jusqu'au bout de ma laine rose pâle en me disant bah, j'utiliserai la laine saumon pour faire les côtes. Les manches sont longues, je ne peux pas vous le cacher, elles sont larges, même si elles commencent bas, on a quand même une trentaine de centimètres avec beaucoup de mailles qu'on vient réduire très très fort au dernier moment avant d'entamer les poignets qui sont longs aussi. Et c'est ce qui me plaisait, alors, oui, zut, c'est pas gai à faire des côtes de 2 en rond, enfin voilà, en magic loop, dans mon cas, surtout avec la torsade, mais c'est ce qui me plaisait au modèle, c'est d'avoir des poignets plus étroits. J'aurais peut-être pu les faire encore plus étroits que prévu, ils sont un peu larges. Et alors, je sais pas ce que j'ai fait, mon rabat fait un peu souffler, mais bon, personnellement, ça me choque pas. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, je suis vraiment fan de ce pull. Je pensais ne jamais le mettre, le faire juste pour le plaisir de l'objet tricoté. Et finalement, ben, je le porte avec énormément de plaisir. Je suis pas convaincue que c'est ce qui me va le mieux, hein. C'est pas complètement gracieux et féminin. Enfin, en fait, c'est un espèce de... La forme n'a aucune féminité, mais c'est quand même un col très féminin. Mais le fait qu'il y ait tous ces détails, cette dentelle, ça en fait vraiment une pièce complètement unique, complètement originale. La laine, en fait, c'était donc des écheveaux de 100 grammes, mais qui étaient composés de 2 écheveaux de 50 grammes. C'était un peu de décontenançant, mais bon, voilà. Donc, ce qui m'arrangeait, puisque je la tricotais en double, ça me permettait d'avoir les pelotes séparées. Il y a un des écheveaux, quand je l'ai mis en pelote, je crois qu'il y avait 10 parties d'écheveaux. C'est-à-dire qu'en fait, il était en écheveau, et puis après, ben, le fil était coupé, et ça reprenait. C'est même pas comme s'il y avait un nœud ou quoi. Et il y avait... J'étais un peu décondensée. En vrai, de nouveau, comme je le tricotais en double, c'était pas très très grave. Donc c'est-à-dire que je remettais mon début sur mon bobinoir et je recontinuais la pelote. Et donc au moment où je devais passer de l'un à l'autre, ben, il y a des endroits dans le pull où j'ai 3 brins sur 15-20 mailles. Ça ne se voit pas du tout une fois l'objet fini, je pense. Mais ça m'a un peu perturbée. Donc voilà. Mais ça tombait bien en fait. Donc, quand vous achetez des écheveaux de 100 grammes, parce qu'en vrai, normalement, elles vendent surtout des pelotes de 50 grammes ou des écheveaux de 50 grammes. Et donc là, j'avais acheté des 100 grammes. Je pense que c'est chez Stephen Stephen & Penelope, Stephen West, ils ont aussi les écheveaux de 100 grammes. Là, j'en avais acheté, alors c'était Wall Boutique, je pense, une boutique néerlandaise. Et l'autre partie chez Biche et Buche, sur leur site en ligne. Voilà, je sais pas très bien quoi vous dire. En fait, j'en suis tellement fan, mais en même temps, je l'ai fini il y a plus d'un mois. Je l'ai tricoté très vite, je trouve, proportionnellement par rapport à la taille du projet, parce qu'un pull avec 500 grammes de laine, ça se fait pas en 2 secondes 20 non plus. Mais il m'a fait un bien fou. C'était le projet dont j'avais besoin, un projet qui demande quand même de la concentration et en même temps qui est pas trop compliqué. Et alors, on a tout le temps l'impression d'apprendre quelque chose et de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait et qu'on ne refera peut-être plus jamais. Je n'ai jamais fait d'autres modèles de Junko Okamoto. Elle a un modèle gratuit qui s'appelle le Rug, qui je pense a à peu près la même construction, mais qui se fait en laine, je crois qu'il se fait en aiguille 6 ou 6,5. Il me démange fort aussi. Je me dis avec des restes de laine, mais vraiment comme un gros pull douillet. Juste parce que je me suis tellement amusée à faire celui-ci que c'est tellement autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir que voilà, c'est ce qui est magique en fait avec les designers japonaises, c'est qu'elles ont vraiment une autre manière de concevoir les vêtements, que ce soit en couture ou que ce soit en tricot. On est souvent surpris par la construction et par la forme finale. Donc voilà. Si vous voulez vous amuser, découvrir, apprendre et avoir un pull un peu hors du commun, je pense que sur une nette mince, un pantalon slim, un chemisier un peu long et ça qui vient par-dessus, c'est juste complètement canon. Après, le conseil donné est de très 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 fort serrer son grand montage provisoire. Et effectivement, il vaut mieux. Alors moi, il est serré, donc il y a 0 élasticité juste au niveau du rang de montage, mais qui fait qu'il a le col V que je voulais. Je voulais pas que je me retrouvais avec le pull qui fasse comme ça en permanence, qui à mon avis doit être le cas si on le fait trop lâche ou si on est plus mince que moi. Donc voilà, le Plum de Junko Okamoto. Il est doux, enfin voilà. Qui n'aime pas la laine, pas douce, n'aimera pas la spinny, mais moi je la trouve vraiment parfaite. Et comme je vous le dis, je le porte énormément.
Bon, en même temps, je l'ai fini il y a 5 semaines ou 6 semaines, mais je l'ai déjà mis beaucoup. Et alors, c'est comme s'il était toujours complètement neuf. Donc voilà. Je vous montre en gros plan. Il y a juste un endroit, mais j'ai vu que tout le monde avait le même problème. Ici, la dentelle ne se met pas bien. Et ça fait une espèce de fronce bizarre. Mais je pense pas que ce soit vraiment choquant, puisque comme il est tellement large, ça a l'air d'être un peu le poids même de la laine. Mais j'ai vu que sur la majorité des versions, voire même celle de Junko Okamoto, ça le faisait. Voilà, et le joli dessin des épaules dans le dos. Vous ne voyez peut-être pas quand je vous le montrais porté. Enfin voilà, top projet. Vraiment top projet. Très passionnant à faire, très chouette. Je suis contente de tout. Choix de couleur, choix de laine, enfin voilà. Trop contente. Projet suivant. L'autre, elle essaye de voir si on suit, et puis elle nous montre un pull qu'elle nous a déjà montré il y a genre 2 ans quand elle l'a fait. Non. Je l'ai coupé. J'ai été reprise de ma frénésie de découpe. Alors, il s'agit donc du modèle Arwen d'Isabelle Kramer, que j'avais tricoté avec des laines Eden Cottage Yarn, et que je me suis complètement trompée dans la taille, et qui était beaucoup trop petit, que j'aime énormément. Je trouve d'une beauté et d'un raffinement, ce motif était incroyable. Beauté et un raffinement, c'était très bruxellois de bien insister sur la R. J'adore la laine, c'était un coloris limité de One of a Kind de Eden Cottage Yarn. C'est du Polwarth, donc c'est une laine aussi un peu sèche, un peu rustique. Enfin voilà, toute la combinaison j'étais en amour complet de ce projet. Sauf que, vous l'avez peut-être vu sur la photo, il me donnait juste l'air d'avoir mis une peau de saucisson un peu trop petite autour de moi. Et donc j'étais vraiment pas à l'aise, je ne le portais jamais. Et alors le col était beaucoup trop près. Et donc, en vrai, quand j'ai coupé, je vous ai montré dans l'épisode précédent que j'avais coupé mon Birkin en gilet et que je porte mon Birkin, il est en permanence pas loin de moi, c'est mon gilet douillet, voilà, il va pas sortir souvent de la maison, je vous l'avoue, hein, je continue à ne pas savoir s'il est moche, beau ou kitsch, mais dans l'idée était aussi si ça a fonctionné aussi facilement que ça a l'air de vouloir fonctionner, je coupe mon Arwen parce que c'est trop triste de ne pas le mettre. Et donc voilà, j'ai coupé mon Arwen. Alors, petit mea culpa, j'ai parlé du fait que j'avais pratiqué le stick avec mon Birkin. Je n'ai pas pratiqué le stick du tout. Le stick, en fait, c'est une bande qu'on vient tricoter exprès, sans motif, sans jacquard, sans ça. Ça, c'est la partie, c'est le stick, et c'est le stick qu'on vient couper. En vrai, couper, c'est couper. Donc voilà, mais veuillez m'excuser des erreurs de vocabulaire. Je vous avais dit que j'avais suivi, mais donc les liens étaient sur la vidéo précédente. J'avais suivi les conseils d'une vidéo de Tricomonde de Sophie et de Knit Spirit. Et alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont aussi dit d'aller voir le podcast de Batilou. Et je ne sais pas pourquoi j'étais passée à côté de cet épisode. Batilou, c'est quand même la reine du jacquard. Et elle a fait tout un épisode où elle explique, et elle a fait des super échantillons où elle montre étape par étape. Donc franchement, si vous voulez complètement vous retirer l'angoisse du je découpe mon vêtement en ayant prévu la bande exprès, allez voir l'épisode de Batilou à ce propos-là. Donc elle explique comment créer sa bande de stick et comment la sécuriser et comment la couper. Donc allez voir. Donc voilà. Donc ceci était donc un projet qui était à la base un pull. Et le motif, le centre exact de mon motif, c'était ici en plein milieu. Non, c'était ici en plein milieu entre 2 dessins. Avec juste une grosse bobble au milieu. Avec du jersey, avec des trous, avec des jetés et avec des augmentations de raglan. Donc de nouveau, je me suis dit, ça va pas être facile de trouver le bon endroit où couper. Donc ce que j'ai fait, je suis de nouveau passée avec un fil, avec une aiguille, pour repérer convenablement toute ma maille centrale sur toute la hauteur. Et je suis venue coudre de part et d'autre à la machine à coudre. Alors je n'ai pas cousu, donc j'ai la maille centrale que j'avais repérée. Et je n'ai pas cousu dans la première maille à côté, parce que c'est un fil très fin qui est tricoté en 3 mm, mais qu'en plus je tombais juste dans les jetés, j'ai cousu mon zigzag dans la 2e maille. Donc en fait, j'ai supprimé 3 mailles centrales de mon projet. J'ai sécurisé de part et d'autre de la maille centrale, donc, et j'ai coupé.
Et voilà, c'est tout bête, c'est vite fait, c'est pas si compliqué que ça. Je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir fait, il n'y a rien à dire. Et après, je suis venue relever dans la maille centrale. Il y avait la maille centrale, la maille que j'ai laissée, la maille où j'avais fait mon zigzag, et je suis venue relever les mailles ici. J'ai venu relever cette maille-là perpendiculairement, 2 mailles sur 3, et je suis venue tricoter une bande de 2 sur quelques centimètres, 6 rangs de mémoire, comme le col de mémoire. Voilà, donc j'ai estimé que ça devait être 6 ou 4 rangs, je ne sais plus, donc j'ai fait la même chose pour ma patte de boutonnage. Patte de boutonnage dans laquelle je ne vous prévu ni bouton ni trou, pour la simple raison qu'une des raisons pour lesquelles je coupais ce gilet, c'était parce qu'il était trop étroit au niveau de la poitrine, et que de toute manière, je n'allais jamais le fermer. Et voilà, je suis vraiment, vraiment enchantée de l'avoir fait. Sur celui-ci, je n'ai pas cousu de biais à l'intérieur parce que je pense que ça aurait été trop rigide et trop épais. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'avais laissé un long fil avant de relever les mailles et après avoir rabattu mon relevage des mailles. Et je suis venue coudre pour rabattre. Alors ici, par exemple, je ne l'ai pas fait parce que j'avais plus de fil. Donc voilà ce qui reste de ce que j'ai découpé, comme vous le voyez bien. Donc ça, c'est mes mailles lâches. Et vous voyez qu'il ne se passe rien. Comme c'est sécurisé, ça n'a pas l'air de vouloir s'enfuir. Mais ce que j'ai fait, là où j'avais un fil pour le coudre, je suis venue surtout en haut, en fait, parce que j'avais peur, j'avais pas envie que quand le gilet se mette comme ça fasse trop gilet déchiré de l'intérieur. Et donc, je suis venue avec mon fil. Enfin voilà, j'aurais pu prendre n'importe quel fil, hein, mais avec mon fil de début ou mon fil de fin de côte, je suis venue coudre à plat la bande découpée pour la rabattre contre et donc en piquant dans les mailles le long de ma bande relevée. Je ne sais pas si c'est clair, je sais pas si j'utilise les bons mots. Enfin voilà, donc j'ai fait ça des deux côtés. C'est un tout petit peu de chipotage, ça prend un peu de temps, mais au moins maintenant voilà, là on voit que j'ai pas rabattu, et donc c'est ça qui dépasse. Si on sur l'envers, on voit bien que j'ai mon zigzag, une maille et la maille que j'ai coupée. Voilà. Et c'est hallucinant parce que du coup, vous allez dire qu'en fait je mets tout le temps beaucoup de vêtements parce que je mets tout le temps le rock-pick, je mets tout le temps, mais voilà, c'est ces derniers temps quand je dois attraper un vêtement, forcément c'est les 3 derniers qui sont terminés, et donc j'ai déjà porté aussi, je suis vraiment tellement contente, je peux enfin profiter de ce gilet que j'aimais tellement, vraiment vraiment fort. On passe au projet terminé suivant. J'ai encore un projet terminé et je vais presque rien vous montrer. Voilà, parce qu'il s'agit d'un nouveau truc. Je vous l'ai dit en début d'épisode, je voudrais avoir de plus en plus de modèles d'expo qui ne soient pas mes propres vêtements. Et donc je cherchais un modèle de châle pour ma base Sirius. Parce que pour le moment, moi-même, je n'ai tricoté qu'un gilet, un cardigan en Sirius. Et donc parfois j'oublie de prendre mon cardigan. Et donc je me suis dit non, il faut que j'ai un modèle qui reste avec mon matériel de marché, qui soit dédié. Et pourquoi pas un modèle de châle, ça prend moins de place, c'est plus facile. Et puis que les gens se rendent compte aussi que Sirius peut être tricoté en châle. Donc Sirius, c'est 75% Blueface Leicester et 25% Gotland. Donc le Gotland, c'est un mouton avec des très longs poils. Et donc il y a un peu un aspect mohair au fil Gotland pur. Et donc avec le BFL, ça donne un fil un peu fluffy, un peu dufteux, et donc ça ressemble presque à un mélange, un brin de fingering, un brin de mohair, mais en étant plus sec, plus rustique que si on fait mérinos, mohair et soie. Et donc je cherchais un modèle de châle en 2 écheveaux à faire comme modèle d'expo, et j'ai pas trouvé mon bonheur. Et puis je me suis dit, Nat, rappelle-toi, tu as plein d'envies de châle, d'idées de châle, de trucs qui te passent par la tête, t'as des croquis à gauche et à droite, et si t'essayais. Donc j'ai fait un châle, voilà. Donc je vais pas vous montrer grand chose parce que voilà, j'ai déjà fait appel à mes chères patronnettes, elles sont déjà au courant, elles l'ont déjà vu et elles sont en train de le tester. C'est trop magique, c'est complètement fou, c'est voilà. Donc je l'ai fait moi en Sirius teint à la cochenille et j'ai mis des trous. Ça c'est une surprise, hein.
C'est vraiment une grande surprise. Il s'appelle Shape of a Heart. C'est une chanson de Anne Brun que j'aime énormément, la chanteuse et la chanson. Mais la chanteuse, je crois que c'est probablement une de mes voix préférées. Voilà. Et en fait, quand il est à plat, il a un peu la forme d'un cœur. Donc, j'ai pas été chercher très très loin. Et ce que je voulais, c'est que donc la Sirius, c'est une laine qui est chaude. C'est beaucoup plus chaud que du mérinos. Et donc, je voulais que le début soit près du corps chaud. Donc voilà, mais pas du jersey tout seul parce que sinon on s'ennuie. Donc j'ai été mettre des petits trous-trous et les petits trous-trous vont s'accélérer pour former un motif de dentelle, vous vous en doutez, qui est simple, qui ne se fait que sur les rangs endroits. Donc voilà. Tada. Voilà, c'est tout ce que vous verrez. Mais donc Shape of a Heart, il est en cours de test et donc on en reparlera d'ici la fin septembre. Mais donc je suis tellement excitée, je me suis dit allez, je le redis quand même. Bon voilà, c'est pas, je me mêle un peu de ce qui me regarde pas, de vouloir me mettre à dessiner des trucs, mais comme je l'ai déjà dit à plein de reprises, j'ai trop d'idées en tête. Il y a un moment, il faut que je les fasse, ça sert à rien. Donc voilà, donc j'ai demandé conseil justement à Marion qui m'a dit bah, tel programme est très chouette pour faire les diagrammes, donc j'ai fait ça et puis j'ai voilà. La suite au prochain épisode, Shape of a Heart. 2 écheveaux de fingering et des petits trous-trous. J'ai changé de titre, j'ai pas mis projet en cours parce que j'ai rien de très excitant et que je vais aussi vous parler plutôt de projets futurs. J'ai rien de très excitant sur mes aiguilles, j'étais un peu entre deux. Ouais, je vous dis, pour le moment, je tricote peu. Et donc, du coup, le truc le plus excitant à vous montrer, c'est ceci. Alors, ceux qui savent, savent. Hein. Voilà, faut-il préciser de quoi il s'agit? Si je vous montre comme ceci. Voilà. Je montre la laine de près parce qu'elle est très jolie. Voilà. Une grande bande. Et puis, au bout, il y a des manches qui se font en Magic Loop. Bref, c'est un Regan. Je crois que je vous avais déjà dit que j'étais en train d'en refaire un. C'est de la Eden Cottage Yarn aussi. C'est ça, 100% mérinos. Donc gris avec des petites speckles rouille. Voilà, c'est mon projet nomade. Et comme je nomade pas beaucoup, il n'avance pas fort. Voilà, donc je suis à... Mes manches ont 10 cm. Voilà, c'est un énième Regan. Je me suis dit un Regan un peu neutre quand je porte des vêtements un peu flashouilles, ça peut être pratique aussi, puisque ceux que j'ai, ils sont fuchsia, vert, bleu et rouge. Donc voilà, un Regan un peu neutre. Mais je pense pas du tout faire la même dentelle. J'ai assez de bouquins tricot, motifs et compagnie là-haut que pour faire le même Regan que les autres. À mon avis, je ferai tout à fait un autre motif. Je sais pas encore tout à fait analyser la situation. C'est comme je disais, mon tricot nomade. Donc voilà, maintenant j'ai 3 jours de marché qui arrivent. Je vais probablement un peu avancer sur les manches, voire les finir sur les jours qui viennent. Et donc je n'ai rien d'autre sur les aiguilles. J'ai juste fini un autre truc que je peux pas vous montrer. Et alors... je cherchais un modèle de quelque chose très exactement, très précis dans ma tête. Je ne trouvais pas mon bonheur. Et hier, Nadia a envoyé un appel à test. Et c'est exactement ce que je cherchais. À mon avis, elle a vu dans ma tête. Et donc je vais commencer. Je pense qu'elle envoie le patron aujourd'hui ou demain. Et donc, je vais commencer le test pour Nadia directement aujourd'hui parce que c'est exactement ce que je voulais tricoter. Donc voilà, c'est complètement magique. Pourtant, je pense pas lui avoir dit que j'avais envie de faire ça. Moi, j'en sais rien, je sais pas de piquant. En plus, elle l'a fait, hein, parce que parfois, elle fait des trucs bien plus longtemps avant de les sortir. Enfin bon, bref. Donc, c'est pas un test secret, donc voilà, mais pour le moment, je n'ai rien à vous montrer. Et mon futur projet, vous l'avez peut-être vu sur Instagram. Alors, je ne sais pas si ce sera après le test ou en même temps, ou je n'ai pas encore tout à fait décidé ni quoi, ni où, ni comment. Mais c'est un énorme coup de cœur, mais vraiment genre, waouh! C'est le pull Barachois, 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 Barachois de Jennifer Beal. Je vous insère une petite photo. Le Barachois de Jennifer Beal. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la semaine où Lise était à la maison, donc très Lise, elle a fêté son anniversaire et elle a reçu d'une de ses amies
en cadeau un patron sur Ravelry. Et donc, minuit, quelque chose comme ça, on était en semaine, donc Jean-Luc devait en se lever, il avait déjà été dormir. On se dit, bah, on va encore papoter 2 minutes, et elle regarde ses mails, et elle dit, ah, je vais regarder le patron, et on a toutes les deux fait... C'est vrai, vous voyez la tête un peu texabri comme ça, ouais, hein, quand on a vu le patron. Waouh, quoi, c'est super original. La bande de Jacquard en biais, la construction, c'est voilà, de nouveau un modèle on n'a jamais vu. Ni l'une ni l'autre ne connaissions le travail de Jennifer Beal, donc boum, j'ai pris la tablette, on a commencé à tout regarder et tout, et puis hop, oups, par accident, je me suis acheté le patron. Et donc directement, elle s'est levée d'un coup d'un seul, et elle est venue, on était dans la pièce là-bas, juste à côté, et donc elle s'est levée, et elle est venue voir directement, on va choisir telle laine, on va choisir telle laine. On a regardé, donc il faut 4, normalement il y a la partie au-dessus de la bordure en jacquard qui est dans une couleur. Il y a la bordure en jacquard, il faut 6 mini. Et alors, il y a la partie du bas et cette manche-là, enfin voilà, qui est dans une autre couleur. Mais donc, elle fait bleu ciel et gris. Et nous, toutes les deux, on s'est dit, mais non, il faut le faire uni. Enfin voilà, bref, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas pourquoi, moi, je l'ai directement vue et elle se dirigeait, mais droit dessus. J'ai les 4 écheveaux de caramel au beurre salé base Athéna de Léna Mouret. Donc le premier m'a été offert, c'est celui-ci par Que font mes mains, Cécile à Clamart l'an dernier. Et dès que j'avais eu l'occasion, lors d'un réassort de Pauline, j'en avais racheté 3 de plus. À la base, je voulais me faire le gilet Quiet Star de Rory Locatelli. Et en fait, je n'arrêtais pas de le reporter parce que plus je vois le Quiet Star, moi j'ai envie de l'avoir à moi. Je le trouve très très beau, mais je ne me vois pas le porter. Je crois que c'est, pour le coup, trop de dentelle tue la dentelle. Je sais pas comment expliquer. Ou trop de... Enfin voilà, ça a l'air trop répétitif à faire. Et je ne me vois pas le faire. Et je m'étais dit, en plus, dans cette couleur-là, il aurait peut-être un côté un peu vieillot. Enfin voilà, donc ce caramel au beurre salé attendait le projet parce que franchement... c'est la couleur de mes cheveux, quoi. Et attendez le projet. Et donc, en fait, en voyant le brachois, je me suis dit, il serait canon dans cette couleur-là. Tout, plus une bande de couleurs contrastantes, bien flashouille. Et c'est là que Lise me fait, mais tu n'as pas de mini dans ton stock. J'ai dit, attends. Attendez, je vais vous faire bouger. Le panier vert qui est là-haut. Donc, il fait 40 sur 40 sur 40 centimètres. Ce ne sont que des mini. Mais bon, vous l'avez vu entre-temps si vous me suivez sur Instagram. Donc, depuis des mois, dans chaque bain de teinture, je plongeais un mini et je le gardais et je me faisais une collection comme ça pour avoir toute l'histoire de tout ce que j'ai teint en teinture. Elle me dit, donc je lui dis, si, t'inquiète, j'ai de quoi faire, j'ai des mini. On va trouver 6 mini qui vont bien. Et donc, j'ai descendu le panier, on l'a vidé sur le sol et ça a fait... Je crois qu'il y en avait 300. Sans mentir, il y en avait vraiment beaucoup. Je me rendais pas compte parce qu'en fait, moi, je les mets au fur et à mesure. Je redescends jamais le truc. Alors, j'exagère dans le panier. Il y a aussi un peu de laine, genre du mohair à acheter à une éleveuse qui n'est pas encore teint. Il y a 2-3 autres trucs, genre des socks blank. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 3-4 ans, j'avais teint des socks blank. Ils sont toujours là-haut, plus ceux qui ne sont pas encore teints. Enfin bon, bref. Mais donc, il y avait surtout beaucoup de mini. Et donc, on a commencé à chercher les mini qui vont bien. Et donc, moi, j'ai jacquard. Pour le moment, je n'ai jamais fait que des jacquards bicolores, pour la simple raison que j'ai du mal à trouver les bonnes idées au niveau du contraste. Et le pull original est tellement beau, tellement joli, et 6 couleurs, arriver à faire autre chose que les 6 couleurs proposées, c'est pas évident. Donc, du coup, on est un peu parti dans le même univers. Et donc, nous avons sélectionné... Bon, évidemment, il y a des étiquettes dans tous les sens. Parce qu'à chaque fois, je me suis amusée à coller une étiquette avec la date pour me souvenir de quel bain de teinture il s'agissait. Et donc, voici mes 6 mini. Je ne sais plus exactement par rapport à la bande de couleurs. Donc, voilà, ça, c'est le fond du centre avec le jaune et le vert. Elle a du bleu marine, je vais utiliser du bleu marine. Et alors, il y a une zone qui est orange, ça sera ceci. Enfin, voilà, en gros, voilà mes 6 couleurs de mini. Et donc, ensemble, je crois que c'est juste assez complètement canon avec le... On est complètement dans l'automne, je crois. Il y a un mini qui se fait la malle. Donc, voilà. Et donc, on s'est retrouvés jusqu'à 2 h du matin, à piocher dans les mini, à chercher des associations, à presque se disputer, parce qu'elle avait des idées. Je disais, mais non, mais moi, j'aime pas. Mais non, mais c'est mon pull qu'on va faire, c'est pas le tien. Enfin, voilà, donc c'était très, très rigolo, comme des gamines, quoi.
Donc voilà, tout excité. Et alors, franchement, si j'avais pas eu d'autres projets sur les aiguilles, j'étais en train de finir le châle Shape of Heart, enfin voilà, et d'autres choses. Et donc, si j'avais pas été quelqu'un d'extrêmement raisonnable, qui se rend bien compte qu'elle n'a pas le temps de tricoter beaucoup pour le moment, il aurait déjà été mis en pelote le soir même. Mais donc voilà, ça sera pour après. Ça sera pour après le test de Nadia, voire après encore un autre projet. Donc finalement, ça sera peut-être pas cette année, comme beaucoup d'autres choses, hein, mais bon, c'est non, c'est pas possible. Je veux le faire parce que ça m'intrigue. Mais je sais qu'en fait, on commence par la bande de jacquard et je suis tellement obsédée par cette idée de cette bande de jacquard à 6 couleurs. Il y a des endroits où il y a plusieurs couleurs. J'ai jamais fait de jacquard en plus de 2 fils, donc je suis très très impatiente de le commencer. Donc je pense vraiment que ce sera mon prochain projet sur les aiguilles. Et c'est le seul dont je vais vous parler. Mais je suis folle, enfin vraiment top, 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 quoi. Merci à l'amie de Lise qui ne parle pas français, qui ne regarde pas mon podcast, de nous avoir fait découvrir cette créatrice. Allez voir, elle a aussi un super cache-cœur avec la bande, une bande en jacquard sur le côté, c'est vraiment très original. Il y a un côté un peu ethnique, indien d'Amérique, j'aurais envie de dire, mais je crois que c'est ça, Barachois, c'est un coin du Groenland, elle l'explique. Canada, Atlantique. C'est un lagon séparé de l'océan par une bande de sable. Voilà ce que c'est un Barachois. Et ça se dit Barachois. Et voilà. Comme ça, vous savez tout. Mais donc, je ne vais pas vous parler d'autres projets. Je crois que le podcast est déjà très très long. Je voulais juste vous montrer. J'ai fait un échange avec Anne, les petits points parisiens. Allez, cheveux solidaires. Oh, c'est bizarre, c'est pas la bonne couleur. On est plus juste là, c'est un peu un vert plus sapin. Là, vous le voyez kaki, mais il est un peu plus sapin. Il est entre le kaki et le sapin. Donc voilà. Les petits points parisiens, mais vous connaissez Anne. Hein, les petits points parisiens. C'est la base Mérinos d'Arles, 80%. 20% de Mérino noir du Portugal. Donc c'est une laine qui vient de chez de la filature Fonti. Son coloris est Smoke Green. 375 mètres au 100 grammes, tricoté en 3 à 4,5. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est très moelleux, pour avoir visité Fonti et avoir été très fort démangé. J'avais très très envie de travailler avec ce fil aussi, puis finalement beaucoup de teinturières vous le proposent pour le moment. Donc c'est un peu idiot d'avoir de nouveau la même chose que tout le monde. En gros, c'est un peu comme de la Gilliatt, hein. C'est le même mélange. Mais, enfin, pas de la Gilliatt, la Decoroom de Natura. Donc voilà, mais la Fado de Fonti, c'est la Fado. Voilà, c'est tout ça, c'est ce fil-là. Qui vous le propose? Qui là? Je pense que dans les teinturières, il y a Big Bad Yarn, et il y a Maison Corlaine, enfin voilà. Elles sont plusieurs à avoir ce même fil. C'est à peu près le seul fil franco-français qu'il y a moyen de trouver. Et encore là, il y a des moutons et qui soit. C'est d'ailleurs le seul fil français avec lequel travaille Fonti. Donc, mais j'étais très très contente qu'Anne me mette ça dans les mains en disant tiens. J'ai pas du tout décidé ce que je vais faire, soit j'en fais un bonnet, soit je l'intègre dans un jacquard avec un autre fil, à la limite j'achète la laine chez Fonti pour avoir la même et je le fais en jacquard bicolore, ça peut être très chouette parce que je le trouve vraiment très très beau et j'ai envie de mettre le travail de Anne en valeur. Et c'est très étonnant parce que pour moi Anne elle est rose bonbon, toutes les couleurs, son stand il est rose, il est beau et alors elle m'a mis ça dans les mains et j'ai... Ouais, bah ouais, forcément. Voilà, dans le cadre d'un échange, a priori, j'ai envie d'avoir un truc qui te ressemble fort, mais en même temps, quand tu me proposes quelque chose qui me ressemble moi fort, c'est ça que j'ai. Donc voilà, merci Anne. Ouais, je suis gâtée, hein, comme je dis. Elle a choisi de la Cyrus, si vous voulez tout savoir, coloris Garance. Donc voilà, on va passer un tout petit peu à la couture parce que j'ai un gros coup de cœur à vous montrer. Et après, je répondrai aux quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Que j'ai perdu mon petit papier, que je m'étais même dit qu'il fallait que j'intègre les réponses aux questions au fur et à mesure. J'ai tellement bien préparé mon petit papier que je l'ai perdu. Mais allez, ça c'est dingue. Ah, mais là, voilà. Il n'y a pas beaucoup de questions. Voilà, donc on passe à couture. La couture, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé couture et en plus je n'ai qu'un projet à vous montrer 2 fois. Vous l'avez vu, c'est la jupe Jaya de PM Patterns. Voici le patron pochette. Je crois qu'il y a moyen de l'acheter en PDF et en pochette sur leur site.
C'est une jupe avec une ceinture triangulaire ou arrondie et qui existe avec des plis devant, des plis un peu dans le dos et qui existe en 3 ou 4 versions avec un bas soit asymétrique, soit symétrique. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Et quand le patron est sorti, je le trouvais très beau. Et puis je me suis dit, bah, c'est une jupe avec une taille cintrée et des plis, t'en as déjà beaucoup, tu les fais toi-même. Voilà, et plus j'ai vu de réalisations passer sur Instagram, plus je me suis dit, il est comme très beau. Donc du coup, j'ai acheté le patron 2 fois. J'étais tellement excitée que je l'ai mis 2 fois dans mon panier, je l'ai payé 2 fois, je me suis pas rendu compte et il arrivait en double. Voilà, donc j'ai offert le haut patron à une copine qui était très contente puisqu'elle avait prévu de le faire aussi. Et donc voilà, je suis curieuse de voir ce qu'elle va en faire. Et donc je l'ai fait, alors j'ai fait la taille 46. Le patron est marche incluse, le patron est vraiment bien foutu. Ou bah voilà, si vous voulez faire cette partie-là, ça continuez maintenant. Sinon, vous sautez à la section suivante et ainsi de suite. Avec les instructions, comment rajouter un biais entre la ceinture et la jupe. Enfin voilà, en gros, la construction du patron est vraiment bien foutue. C'est mon 2e ou 3e patron PM Patterns, franchement bien foutu. J'ai rien de spécial à dire en fait. En fait, je me dis que peut-être juste la ceinture est un peu faite à l'envers de ce que j'ai l'habitude de faire. Et de la première, j'ai suivi les instructions du patron. Et la deuxième, j'ai fait comme je fais d'habitude. Mais ça change pas grand-chose sur la réalisation finale. J'en ai fait donc une première qui est en... J'ai mis tous les vêtements par-dessus. Tous les pulls que je vous ai montrés tout à l'heure. Mon autre super méga craquage, ça fait quand même depuis que ce tissu existe que je rêve de m'en offrir et de le transformer en quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et je trouvais qu'ensemble, ils étaient faits pour s'entendre. C'est la double gaze Stardust de Atelier Brunette. Coloris Bordeaux, je ne connais pas les noms, cerise, chérie, je sais pas, c'est trop d'informations pour mon petit cerveau. Donc c'est Atelier Brunette, ça c'est facile, vous le connaissez, hein, donc c'est avec des petits pois dorés brodés par-dessus. Voilà le résultat. Alors, je suis désolée, je l'ai porté et pas relavé, donc elle est un peu froissée. J'ai fait vraiment la version, tout ce qui est plus simple, le plus classique, la pointe, les petits plis. Et alors, j'ai fait une longueur un peu intermédiaire, c'est-à-dire que je crois qu'elle propose 60, 80 et 1 mètre en longueur. Et moi, je crois que j'ai fait 90 cm parce que j'ai utilisé le moindre centimètre carré de mon tissu. Je pense qu'il devait me rester des petits bouts comme ça. J'ai vraiment joué au puzzle avec les pièces de patron. Donc, on a un devant, on a 2 demi-dos. Dans le dos aussi, il y a des... Oui, je sais, j'ai pas fait bien comme il faut là. On y revient. On y revient. Il y a aussi des petits plis dans le dos. Il y a 2 demi-devant. Et alors, on doit couper 2 fois la ceinture devant en une pièce et 2 fois la ceinture dos qui est en 2 pièces aussi. Il faut donc un zip. Elle ne préconise pas de zip invisible. Et la manière dont il est posé, elle n'est pas spécialement invisible de toute façon. Et je me suis rendu compte que je n'avais rien qui allait et que de toute manière, moi, il n'y a rien à faire. Même si je suis au pied de la lettre les instructions pour mettre un zip invisible, je n'y arrive pas, donc j'ai décidé que les zips, ils étaient visibles. Puis d'une manière, ils font partie du vêtement, il n'y a pas de raison de les cacher. Donc ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi du gris, je crois que j'avais du choix entre gris, noir et blanc, et donc c'est gris, parce que c'était quand même le moins choquant. Et alors, à l'intérieur, j'ai mis un biais pour finir proprement la ceinture. C'est un biais de mon stock moutarde avec des petites étoiles. Voilà, pour que ce soit bien propre. J'ai juste tout cousu avec un fil Bordeaux, tout simplement. La double gaze, un vrai bonheur. Rien à voir avec les doubles gazes, entre guillemets, pas chères, qu'on peut trouver chez les coupons de Saint-Pierre, des choses comme ça. C'est une double gaze bien plus lisse. On voit vraiment les 2 épaisseurs de fin tissu. C'est ça la double gaze, ce sont 2 fines couches de gaz qui sont piquées ensemble tous les X centimètres pour tenir ensemble et pour former un seul tissu. Ce que je veux dire, parce que j'ai pas juste pour montrer ce que je veux dire par rapport à la différence de qualité, j'en ai d'autres ici. La double gaze pas chère, elle a toujours l'air déjà un peu froissée, un peu comme un coton lavé. Et quand on la lave, la double gaze, celle-ci elle vient des coupons de Saint-Pierre, il y a une espèce d'effet quadrillé où on voit vraiment l'effet des 2 épaisseurs, et quand on la lave, elle a cet effet plissé quadrillé. Et
Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Elle, c'est vraiment beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas perdu 1 gramme de couleur, elle n'a pas rétréci. Je rangerai après. Je suis en train de vouloir remettre les choses dans l'armoire, mais ça ne va pas être possible. Donc voilà, top, 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 top patron, top tissu. Je suis enchantée, je la porte énormément. Elle est très agréable et alors elle a un effet ventre plat, mesdames. Donc, je ne vais pas vous l'essayer maintenant. Je vais vous la insérer une photo portée. On ne voit pas grand chose sur ma photo portée. Quoi qu'il en soit, donc en fait elle vient se mettre, la ceinture vient se mettre au-dessus des hanches, vraiment ici. Donc moi ça m'arrive presque sous les seins. Elle est doublée de, enfin voilà, elle est triplée de bandes thermocollantes. J'ai utilisé de la bande thermocollante assez épaisse parce que je voulais une ceinture très rigide et donc du coup ça a vraiment un effet ventre plat. Et donc au début où je la mettais avant que ça s'assouplisse et s'adoucisse au lavage, au début je la mettais, en fait j'avais pas le droit de manger. Donc voilà, et donc j'aime bien la porter avec un chemisier, genre celui-ci, je crois que c'est d'ailleurs de nouveau celui-là que je porte sur les photos, et donc ça donne cet effet là. Je trouve ça très sexy, très élégant, très raffiné, très féminin, mais en même temps c'est une jupe longue un peu vaporeuse et donc qui fait bien été. Je suis complètement fan, mais vraiment complètement fan. Du coup ça m'a décidé à enfin couper dans un coupon de tissu que j'avais teint l'été passé avec les fleurs de mon jardin. J'essaie de fermer le zip. Donc vous le savez, ces derniers temps, je fais beaucoup de décoprines selon une technique qui consiste à faire réagir les tanins des plantes avec du fer. Et donc ça donne des écoprints qui sont dans les nuances de gris, mauve, foncé, noir, voilà, en fonction des tanins de chaque plante. Mais l'année passée, j'avais également essayé, en préparant les tissus, donc il faut faire un triple mordançage, un à la lin, 2 au tanin, 3 à la lin, et puis venir procéder à la teinture. Et donc là, pareil, j'avais plutôt procédé avec un système de, je mets plein de pétales de plein de fleurs de tous les sens sur mon tissu, je roule et je cuis à la vapeur. C'est énormément de temps, c'est énormément d'énergie, ça me permet de directement répondre à une question qu'on m'a posée sur Instagram, parce que ça sera la section suivante. Est-ce que tu comptes faire des éco-prints multicolores? Non, parce que je devrais les vendre à 150 € le mètre pour m'y retrouver. Et c'est vraiment trop de travail de passer par... Et puis c'est beaucoup moins écologique. Enfin voilà, s'il faut 4 cuissons avant d'avoir le tissu, je trouve pas ça du tout approprié. Donc voilà, donc j'avais ces coupons, c'était mes premiers essais, j'avais pris, c'est une bête cotonnade, popeline de coton blanche, probablement que j'avais acheté pour faire un chemisier, tout simplement, que j'avais teinte, et il restait, parce que je savais pas très bien quoi en faire, je m'étais dit je vais en faire un chemisier, pourquoi pas une blouse en vol, ou quelque chose comme ça, et en même temps c'est un peu trop jaune pâle pour m'aller. Donc je n'allais pas la porter souvent, ce qui était très dommage. Et puis voilà, je me suis dit, tu t'es déjà fait 2 chemisiers avec des tissus écoprines, pourquoi pas te faire une jupe. Et donc, j'avais 2 coupons de genre 1,50 m sur la laisse, qui devait être entre 1,40 m et 1,50 m. Et donc je les ai associés, donc ils sont pas tout à fait de la même couleur, mais c'est pas grave. Et alors j'ai dû vraiment chipoter pour faire rentrer tous les morceaux de tissu. Donc vous voyez, la ceinture devant normalement doit être en une seule pièce, je l'ai coupée en 2. Je trouve pas ça dramatique. Par contre, les doublures de ceinture sont également dans le même tissu. Là, j'ai mis un biais jaune péchouille et un zip. Alors, cette fois-ci, c'est un zip invisible jaune. Et je n'y suis toujours pas arrivée. J'ai réessayé selon les explications du patron. Ça n'a pas marché. J'ai regardé plusieurs tutos. J'ai revérifié dans mes bouquins de techniques couture que j'avais acheté au début, je cousais. Je n'ai toujours pas trouver comment faire pour qu'on ne voit pas le zip invisible, mais en vrai moi ça me choque pas qu'on le voit, donc voilà, c'est pas... Et celle-ci elle va donc quasi jusqu'au sol. Et ce tissu, ce tissu je l'ai gardé pour moi pour une raison très simple, c'est que je n'ai aucune idée de sa tenue dans le temps. Alors c'est amusant, vous la voyez, donc elle apparaît très froissée. Ce sont les plis qui se sont formés parce que probablement quand j'ai mal plié, mal roulé mon tissu, et donc en fait c'est cuit dans la fibre est cuite plissée. Donc j'ai beau le repasser, genre au bout d'un quart d'heure c'est replissé. Je ne l'ai porté encore qu'une fois, lavé qu'une fois, reporté une fois. Pareil, je vous montre que des vêtements déjà portés une fois. Donc la ceinture est encore très rigide. D'ailleurs, je crois que ça s'entend, que c'est encore un peu cartonneux. Ça va s'assouplir, mais
J'en suis folle, j'en suis super contente. Enfin, vraiment splendide. J'ai fait la ceinture 1 cm plus large, mais ça fait quand même toujours effet. Regardez-moi ça. Quel profil. Donc voilà. Mais j'adore. Enfin voilà, elle va presque jusqu'au sol. Super patron. Je me dis même dans un tissu plus épais, elle peut être très chouette. Il y a des explications si votre tissu est transparent pour la doubler. Le patron est vraiment bien foutu. La jupe Jaya de PM Patterns, je vous la conseille. Il y a des petits détails. Mais donc je verrai bien. Hein, peut-être que au bout de 10 lavages, il y aura plus de couleur sur mon tissu. Et je la reteindrai. Je verrai bien ce que j'en fais. C'est pas très grave. Mais pour le moment, j'ai énormément de plaisir à la porter, je suis très contente. Et alors, on va rester un petit peu dans la teinture, parce que je pense que je ne vous l'ai pas montré, je vous l'ai montré sur Instagram, c'est toujours pas fini d'ailleurs. La fameuse blouse en vol, vous savez combien j'en ai fait. Si vous vous souvenez bien, en septembre ou en octobre l'an dernier, j'en ai fait une version allongée en viscose. Oui, c'est ça, vers septembre-octobre. J'en ai fait une pour la faire en version robe droite, à porter avec des collants noirs et des petites boots. Et donc j'avais d'abord fait, avant de couper dans ma super belle viscose de La Mort qui tue que j'aime d'amour, j'avais d'abord fait un essai en double gaze, pas cher, de chez Les Copeaux de Saint-Pierre, une espèce de double gaze que je pensais rose pâle, qui s'était avéré lilas, ce qui n'est pas du tout le genre de couleur que j'aime. Et donc du coup je me dis, c'est pas grave, je fais mon essai, et au pire ça me fait une robe d'été légère à porter quand je travaille ici à la maison, quand je teins et des choses comme ça. Comme ça, je suis quand même habillée sans être indécente, enfin voilà, pendant que je travaille. Et cette robe non terminée qui m'a fait vraiment me convaincre que la blouse en vol, il faut que j'arrête de la faire en taille 46, que la taille 44 m'irait très très bien, pend à une poignée de mon armoire qui est juste ici depuis l'année passée, en disant il faut, bon, je t'ai pas mis le bouton, mais bon, en même temps elle est vraiment pas belle, et puis enfin voilà. Et donc tout à coup, je l'ai attrapée. Et je l'ai foutue, je l'ai couverte de feuilles et je l'ai teinte selon ma technique de l'éco-print. Et je la trouve beaucoup plus chouette maintenant. Bon, si vous me regardez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Donc il y a des endroits où les feuilles sont vraiment bien nettes. Mais c'est beaucoup plus contrasté à l'écran qu'en vrai. Donc voilà. On devine encore que le tissu était rosé pâle, mais je me suis bien amusée. J'ai essayé de viser en mettant certaines feuilles à certains endroits. Mais bon, ça n'a... Après, la double gaze, c'est fin, donc c'est fort passé à travers, et donc il y a des taches qui sont apparues, mais je suis vraiment, vraiment contente. Je trouve ça très, très chouette. Mais voilà, je l'ai relavé. Je ne l'ai même pas encore repassé. C'est ce que je vous disais à propos de l'effet double gaze, pas cher, qui a vraiment un effet... on voit fort l'effet piqué des deux épaisseurs de tissu. Je l'ai même pas encore repassé et je n'ai toujours pas mis de bouton, mais je pense que je vais la raccourcir en chemisier tout simplement parce que en fait la double gaze donne à la forme du modèle version robe un peu la sensation que c'est un tablier de laborantin, voilà, je trouve, ou d'infirmière comme ça. Donc voilà, donc elle traîne là, elle est rependue sur le même crochet de porte depuis que je l'ai teinte. D'ailleurs ça commence à sortir, elle commence à marquer là. Donc il va falloir que j'agisse. Donc voilà, mais je vous glisse les photos portées de la jupe Jaya en éco-print et du chemisier en vol teint avec les feuilles de mon jardin. Et je vais passer aux réponses à vos questions. Voilà, comme à chaque fois, je vous ai proposé de me poser quelques questions si vous vouliez sur Instagram. Et donc, voici mes réponses. Donc, une partie un peu blabla, de tout, de rien. Donc voilà, c'était Inès Terd qui me demandait si je comptais faire des éco-print couleurs. Voilà, j'ai donné ma réponse. Il y a une solution de donc faire tout ce que j'ai dit, teindre une fois, enfin, mordancer à la lin, mordancer au tanin, remordancer à la lin, puis venir
teindre avec Garance, Cochenille, machin, et puis venir par-dessus faire les coprints selon la manière dont je le pratique. Les effets sont un peu différents, mais je ne... Voilà, pour moi c'est trop d'eau, trop d'électricité, c'est pas... Je sais pas qui, une des nanas qui fait les coprines que je suis sur Instagram mettait un jour les coprines n'a d'écho que de nom, et donc du coup la manière dont j'essaye de le pratiquer, moi les coprines c'est comme tout le reste de la teinture, j'essaye de faire le plus court, le plus rapide possible, avec le moins de matière première possible, le moins de cuisson possible, le moins d'eau possible. Donc voilà, je digresse de nouveau, mais quand je teins, j'essaye vraiment d'utiliser le moins d'eau possible, enfin voilà, même s'il en faut beaucoup quand même. C'est par exemple mon mordançage, j'utilise le moins d'alun possible pour voilà, j'ai fait des tests, des essais pour arriver à obtenir le résultat qu'il faut, mais mon bain de mordant, il peut me durer 1 an. C'est la même casserole avec les mêmes 15 litres d'eau que je réalimente de 2 ou 3 litres. Bon, voilà, ça évolue, mais quand je remets de l'alun dilué dedans, c'est 2 litres d'eau dans lequel je viens de diluer mon alun que je viens réimplanter dans la casserole existante. Et donc la même casserole, c'est vraiment si je suis absente, si je ne vais pas mordancer pendant 1 semaine ou même 10 jours, alors je jette parce que ça a tendance à macérer et à devenir un petit peu puant, mais a priori j'ai la même casserole en permanence, quoi. Et pour les lavages, je gère mes lavages de laine, en général j'ai plusieurs bains, j'essaye d'avoir 2 à 3 bains en cours, et donc j'ai souvent un premier bain, un bain d'épuisement et un autre, enfin voilà, ou un autre, et donc je vais laver mes laines successivement dans les mêmes eaux. Donc je vais d'abord laver la laine la plus claire, celle qui est dans un bain d'épuisement. Je vais la laver une première fois avec une première lessive. Et donc dans ce même bain, je rajoute un tout petit peu de lessive et je viens laver le deuxième bain qui va être un... Comme ça, j'essaye vraiment d'utiliser le minimum d'eau possible, même si je continue à utiliser beaucoup d'eau. Et donc voilà, et c'est pareil pour ma manière de concevoir les coprints. C'est ma casserole en fait pour les écoprints. C'est une casserole qui est définitivement consacrée à ça. Dedans, il y a mon bain. Il est dedans, ça fait 2 mois que c'est le même bain dans la même casserole que je réalimente avec les matériaux nécessaires pour essayer de réussir mes écoprints. Et ça répond en même temps à une question qu'on me pose énormément, que ce soit sur Instagram, que ce soit en story, que ce soit à chaque fois que je publie des trucs d'écoprints, et qu'on va de nouveau demander, je ne donnerai pas ma recette. Si vous voulez des informations sur les écoprints, vous tapez écoprint recette ou écoprint recipe. On m'a demandé aussi si je voulais faire une vidéo juste sur les écoprints de la même manière que j'ai fait la vidéo sur les teintures naturelles. Je ne le ferai pas parce que j'ai combiné mes connaissances de teinturière naturelle avec la laine pour arriver à faire ce que je fais, parce que de la manière dont je le fais, je viens de vous le dire, c'est pour essayer d'utiliser le minimum d'eau possible, le minimum de cuisson possible, et donc j'essaye de combiner mon savoir-faire, mes connaissances avec les informations. Et donc si vous tapez recette écoprint, vous allez trouver des tonnes et des tonnes d'informations. Si vous avez envie d'essayer, allez voir par vous-même. Je ne peux pas toujours vous donner tous mes petits secrets, et je ne ferai pas de vidéo. Voilà, j'aime bien partager, mais il y a des choses que j'ai envie de garder pour moi-même et mes petits jardins secrets à moi. Moi, j'utilise 3 techniques différentes, parfois que je combine, parfois que je combine pas. Il y a plusieurs manières de faire, il y a plein d'autres choses. Découvrez, trouvez les bonnes manières. Enfin voilà, si vous avez envie d'essayer, mais rendez-vous compte aussi du travail que ça représente, et rendez-vous compte du travail que ça représente pour moi de peaufiner, d'améliorer mes techniques. Et donc, je ne vais pas toujours tout vous donner. Je ne vous donnerai jamais le grammage de Garance que j'utilise pour quelle quantité de laine et des choses comme ça. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est qu'il y a un moment, c'est aussi mes recherches et mon boulot. Donc, voilà. Et on va rester dans la teinture. J'ai super mal écrit. Karine LM Tricotte me demande si l'écorce de pommier peut servir en teinture et est-ce que c'est une couleur qui tient dans le temps. Je ne l'ai jamais utilisée. Oui, l'écorce de pommier teint et ça tient dans le temps. Ça va donner un beige marron comme à peu près toutes les écorces. Voilà, à essayer. C'est vrai que si tu as des pommiers à tuer, que tu veux récupérer, des pommiers à tuer, c'est vrai que on va arriver dans la phase où on va couper tous les arbres pour les tailler pour l'hiver. Si tu as l'occasion de récupérer de l'écorce de pommier, oui, vas-y, fonce. Tu auras un joli beige brun que tu peux éventuellement nuancer au sulfate de fer pour tomber dans les kaki taupes. Je ne l'ai jamais fait. On a un tout petit pommier, il est très très malheureux. Ben, le jour où il a fait 42 degrés, le soir on a eu un orage, ou le lendemain on a eu un orage, et il a absolument perdu
toutes ses feuilles et toutes ses pommes, tout était au sol, comme s'il avait fait un automne, l'automne en 24 heures, quoi. Donc il est, voilà, l'arbre n'a pas l'air mort, mais je regarde par là parce que je le vois de la fenêtre, mais il est un peu tristounet quand même, hein, il est un peu au milieu du jardin. Donc voilà, nous n'aurons de nouveau pas de pommes. L'année passée, on n'a pas eu de pommes à cause de la sécheresse, et cette année-ci, on n'a pas de pommes à cause de la grosse journée de sécheresse. Edge Up Readings me demande s'il y a une plante que je n'ai jamais utilisée et si je rêve d'en utiliser une en particulier. Il y a des dizaines de plantes que je n'ai jamais utilisées. Est-ce qu'il y en a que je rêve absolument d'essayer? Probablement. Bah, il y a une plante qui est très très belle, mais qui est en rupture de stock, j'allais dire, qui est en train d'être... qui est interdite maintenant à l'utilisation, qui donne, je l'avais déjà utilisé, c'est le pernambouc, le bois du Brésil, mais on a tellement abusé l'utilisation que c'est une espèce en voie de disparition. Voilà, et c'est pour ça que j'ai créé la couleur cachou cochonnie, parce que c'est ce qui se rapproche de plus. Ça donne un espèce de vieux rose absolument magnifique. Voilà, pour remplacer. Donc si maintenant on me dit que le pernambouc, mais en même temps ça vient de loin, donc finalement peut-être pas. Non, j'en sais rien. En fait, oui, il y a encore plein de choses à apprendre, j'ai encore plein de choses à découvrir, mais j'ai pas d'idée en particulier là comme ça maintenant tout de suite. Il y a plein. Voilà, j'ai jamais utilisé de cosmos sulfureux, j'ai jamais utilisé. Enfin, il y a plein de choses. Et puis en fonction des pays où on habite, il y a d'autres possibilités. Hein, dans les pays aux États-Unis, ils ont le black chestnut, black walnut. Châtaignier, oh le trou de mémoire. Bref, châtaignier noir ou marronnier noir qui donne des résultats incroyables, vraiment splendides, que ce soit tant en écoprine que ce soit en teinture de laine. Mais bon, j'en ai pas sous la main, je vais pas aller, je vais pas aller en chercher là-bas. Enfin voilà, et oui, il y a encore des millions de choses à faire. Le truc super luxe que je pourrais imaginer faire, c'est une peinture au safran, ça serait super beau, mais bon, je préfère le manger, le safran, je préfère l'avoir dans la paille là. Ce qui me permet, waouh, je deviens la championne du monde des transitions. Le chaton tricote me demande quel est mon plat préféré. Ici, je suis plutôt bière ou vin. J'aime bien. Voilà, une question un petit peu lambda. Mon plat préféré, c'est la paella, je pense. Ouais. Ouais, la paella. En gros, moi, si je m'écoutais, je me nourrirais de pommes, de pain, de fromage, mais pas qui pue trop, et de chocolat. En gros, ça serait mon alimentation de base, avec en saison des cerises, des fraises et des courgettes. Et des carottes. Voilà, mais beaucoup de fromage, beaucoup de pain et beaucoup de pommes. Voilà. D'ailleurs, je suis en manque de pommes. J'espère que tous les pommiers de Belgique n'ont pas eu la même maladie que le nôtre et qu'il y aura des bonnes pommes bientôt. Mais mon plat préféré, je pense que c'est la paella, mais sans le poulet et sans le chorizo. Ils peuvent être dedans pour parfumer au moment de la préparation, mais pas dans mon assiette. J'adore les pâtes vongole. Ouais, plutôt fruits de mer en fait, hein. Pas poisson, je mange très peu de viande. Alors les gens veulent toujours me préparer du poisson, non, faut arrêter, enfin voilà, c'est pas bon le poisson, enfin, c'est pas terrible, c'est tout le temps la même chose. Enfin si c'est bon, hein, il y a des très bonnes choses, une bonne aile de raie avec un beurre à l'orange, c'est juste merveilleux, mais voilà. Ou juste un bar grillé au barbecue avec des petits oignons braisés, enfin voilà. Faut pas me lancer sur la nourriture, je suis très gourmande. Donc ça, c'est mon plat préféré. Et dans mon j'en ai jamais préparé moi-même de paella. J'aime bien l'idée que ça reste un espèce de Graal, comme ça. Et parce que je suis pas du coin, enfin, je suis pas dans un pays où la paella est naturelle. Et dans les plats au quotidien que j'adore, alors j'ai une recette de tourte avec des pommes de terre qui sont cuites avec du safran et de l'ail. Et puis par-dessus, on vient mettre une couche d'épinards juste à la muscade. Et puis on vient mettre de la fontina, un fromage, on peut mettre de la tome éventuellement, et par-dessus on a des champignons qu'on a fait fondre et dans lesquels on a mis beaucoup de tabasco et un peu de tamari, puis on vient refermer les deux épaisseurs. C'est un petit peu, mais c'est super bon, c'est super fin, il y a plein de saveurs, c'est ouais. Et alors le truc auquel je suis complètement accro, c'est le hummus. Voilà. Et donc en permanence il y a du hummus dans mon frigo, et donc parfois je mets un peu de curry, parfois je mets un peu de ci, parfois je vais faire une petite purée de panais que je vais ajouter, enfin ouais. Bière ou vin, je ne bois pas de vin. Je ne sais pas du tout, j'aime pas le goût du tanin. Je n'aime pas le goût de la terre. Et donc en fait, quel que soit le vin que je bois, j'y retrouve ce goût. Et donc je ne suis pas... J'ai quelques vins blancs que j'apprécie, mais je ne retiens jamais les cépages. Et voilà, je bois de la bière, mais alors pas les bières trop lourdes, pas les bières trop brunes, pas les bières... en vrai, une bête pils, c'est ce qui me convient le mieux, entre guillemets. Et voilà, et comme je suis une pétasse, j'aime bien le champagne, évidemment. Et le cava, et moi, le spumante et le prosecco, je trouve souvent un peu trop sucré. Mais voilà, en Belgique, on boit beaucoup de cava.
parce que les Espagnols ont bientôt compris qu'il y avait un filon, qu'on ne sait pas tous se payer du champagne, mais que le cava est plus raisonnable et qu'il y en a des très 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 bons. Donc voilà. Mais sinon, chocolat noir, uniquement. Sinon, c'est que du sucre. Je suis presque au bout, hein. Knitline me demande comment j'ai appris à coudre. Ben, sur un coup de tête, comme à peu près tout le reste. Non, alors j'ai appris à coudre, genre quand j'étais ado. Je pense que j'ai déjà raconté ça. Donc ma maman cousait de temps en temps des rideaux, des d'oreiller, des housses de coussin. Elle avait une machine à coudre, il y avait une pièce couture avec un meuble, avec de la mercerie et des choses comme ça. Je me souviens pas si elle faisait des vêtements. Et elle a eu une phase. Je crois que quand on était petits, mon frère et moi, de temps en temps, elle nous faisait un chemisier ou un short, ou souvent des choses assez simples. Ma grand-mère devait faire des trucs. Et voilà, quand j'étais ado, j'ai eu une phase où j'ai eu envie d'apprendre à coudre. Et donc, elle m'a montré. On a été, à l'époque, à Bruxelles, il y avait Maison Dorée. Je crois que ça existe toujours, que c'est intégré maintenant dans le magasin Innovation. Donc, il n'y avait pas beaucoup de choix. Hein. Il n'y avait même pas encore les tissus du chien vert à l'époque. Je suis un dinosaure, rappelez-vous. Et donc, il y avait Maison Dorée, Chaussée d'XL. Ça me rappellera peut-être des souvenirs aux 2-3 bruxelloises plus âgées qui me regardent. En bas à droite, maintenant c'est devenu un Quick. Enfin, depuis 25 ans, c'est un Quick. Donc Maison Dorée. Et donc on a été là. Ah, c'était même pas, maintenant c'était même plus haut encore. C'était maintenant où il y a il y a un H&M sur un coin. Bref. C'était intégré dans l'innovation qui n'existe plus non plus. Bref, vous n'avez pas besoin de ce petit tour de commerçante de Bruxelles. Donc on est allé chez Maison Dorée et donc on a feuilleté tous les bouquins où il y avait moyen d'acheter des pochettes Burda et on a acheté des pochettes Burda et du tissu. Et donc elle m'a montré comment décalquer un patron, comment choisir même, je sais pas, elle a dû elle-même, hein, en fait elle a dû faire une grosse partie, je pense, j'en sais rien. Et donc j'ai fait pour commencer un short, j'ai fait une jupe, j'ai fait une salopette. J'ai dû faire une ou deux jupes, un ou deux pantalons. Voilà, et puis ça m'est passé. C'est des vêtements que j'ai beaucoup portés, que je crois que j'ai encore des petits coupons de ce tissu-là, par-ci par-là dans mon armoire. Et puis bah, voilà, ça m'est complètement... Et ben oui, alors après j'ai gardé l'habitude de faire moi-même de déménagement en déménagement, les ajustements de rideaux. J'ai jamais fait de réparation, j'ai jamais aimé ça. Ouais, s'il faut recoudre un bouton ou bien refaire un ourlet pour... comme je suis grande, hein, voilà, je défaisais souvent les ourlets des jupes par exemple. Pour essayer de gagner 2-3 cm en longueur, enfin des choses comme ça. Ou quand il y a une manche qui est genre l'accident à la con, ou la manche qui est au-dessus de... Vous allez tout savoir de ma vie. Au-dessus d'un bar, les bougies, la manche qui brûle. Ah ben, je la coupais, je faisais des manches courtes. Et puis quand j'ai emménagé avec mon amoureux, mon mari, ben, il a fallu faire... il n'y avait rien, en fait, la maison était encore presque en ruine quand on a emménagé, et donc il a fallu tout faire. Et donc j'ai fait les stores américains par là, les rideaux par là, et puis après un jour je me suis dit, j'ai quand même envie, voilà, je crois que je vous l'ai déjà dit, j'avais pris beaucoup de poids à cause des traitements hormonaux que je faisais pour essayer d'avoir un enfant, et je me reconnaissais plus, je trouvais rien qui m'allait, oui, parce que j'ai pris plus de 25 kilos en 2-3 ans et que je n'ai jamais reperdu. Et donc je me reconnaissais plus, je trouvais rien qui m'allait et je suis très grande et donc en général moi les vêtements enfin la taille des vêtements du commerce m'arrive souvent juste sous la poitrine, enfin ça ressemble strictement à rien. Les poitrines je sais jamais les fermer, même un chemisier taille 48 je sais pas fermer devant, enfin bon bref. Et donc il y a eu cette espèce de démangeaison de je veux faire mes propres vêtements. Et donc, j'ai été voir d'abord un peu sur Internet ce qui existait, j'ai regardé sur des blogs de couture, et je me suis retrouvée sur le site Burda Style ou Burda Fashion, je ne sais plus lequel des deux, où ils proposent des dizaines de patrons gratuits à l'époque. Mais je vous parle là il y a plus de 10 ans, 11 ans, 12 ans, ouais, 2006, 2007 par là. Et donc j'ai téléchargé un patron PDF gratuit de robe et j'ai acheté du tissu à 4 € du mètre chez Ikea et je me suis fait une robe. Et j'ai fait probablement plein d'erreurs et j'avais acheté un bouquin pour savoir quel point veut dire quoi, comment est-ce qu'on pose un zip, comment ci, comment ça. Et je l'ai porté ma robe et j'ai eu des compliments. Mais je me dis, bah écoute, voilà. Bon, donc je ne connaissais que Burda à l'époque et il n'existait pas grand chose d'autre. Et donc je suis allée m'acheter le magazine Burda et puis je crois que dans le premier magazine Burda que j'ai acheté, j'ai fait quasi tous les patrons. À ce moment-là,
moment-là, j'avais pas non plus conscience de... c'est pas parce qu'un patron est joli sur le mannequin qu'il va t'aller. C'est un peu comme les vêtements du commerce, en fait. Il faut... Donc, je faisais les trucs et puis je me rendais compte, bah oui, que de nouveau, je me retrouve avec le même problème de la taille sous les seins. Mes épaules, c'est du 42, mais mes seins, c'est du 48. Enfin, voilà, tout ça n'allait pas. Donc, j'ai appris à adapter, à changer les formes, machin et tout. Et puis, j'ai commencé mon blog et ça m'a permis de rencontrer virtuellement d'autres couturières. Et puis, est arrivée la mode des patrons japonais. Et là, ça a été un peu la révolution de la simplicité, de l'autre manière de faire, de venir juste poser du biais aux encolures plutôt que d'avoir des parmentures qui te rebiquent tout le temps dans tous les sens. Enfin, voilà. Donc, j'ai appris à coudre, en gros, par moi-même. C'était ça la réponse que tu voulais? Ou tu voulais vraiment d'historique? Voilà, et depuis, c'est vraiment une drogue. Je crois que dans ma garde-robe, je dois avoir... il y a les pantalons, j'ai toujours pas... Donc j'ai fait des pantalons, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode précédent, je ne comprends pas, je dois avoir les hanches plus hautes que la normale. Et donc, quoi que je fasse, tout ce qui est pantalon, short, et alors des trucs avec fine ceinture, je me retrouve toujours avec ce qui doit être au-dessus des hanches, se retrouve pile à l'endroit le plus large de l'os de la hanche, et donc je suis incapable de fermer un vêtement, et donc de fermer un short ou un pantalon. J'en ai fait, hein, mais alors c'était des trucs à taille élastiquée, un peu confortable, pas très élégant. Et donc voilà, j'achète encore juste mes pantalons slim. Enfin, en général, quand j'ai une bonne heure d'en trouver un qui me va, je le prends en 4 fois. Et ça me tient 2 ans, et puis je rachèterai. Enfin voilà. Je me suis acheté le patron du jeans de Direndo, c'est le safran. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je ne l'ai toujours pas fait. Il y a une mouche, excusez-moi. Donc voilà. Et alors, il y a Maya Serrana qui me demande s'il y a moyen de faire des commandes personnalisées. Why not, mais je ne tiens pas sur mesure. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Des commandes personnalisées de quoi? C'est au niveau des couleurs. J'ai mon panel de couleurs et je l'ai déjà dit, mon choix de teinturière est de laisser la plante décider. Donc je ne vais pas aller imposer à la cochonnerie d'aller me donner de l'orange ou d'aller me donner du rouge. Spontanément, ce qu'elle fait le mieux et le plus efficacement et avec le moins de matières premières engagées et de cuisson engagée, c'est le fuchsia. Et puis après, dans les vins d'épuisement, d'autres roses. Donc voilà, j'ai essayé, hein, peut-être vous en rappelez, que j'avais fait un bain de cochonnerie violet complètement dingue, mais au niveau du temps de cuisson et des matières premières, du tartre et de la lin engagée, c'est scandaleux. Donc non. Donc oui, pourquoi pas, ou un sac, ou j'en sais rien, en fait, des commandes personnalisées à discuter. À discuter, et puis à caser aussi dans un emploi du temps, avec les salons qui arrivent, dont j'ai parlé au début. En gros, mon planning, il me reste, je crois, 6 ou 7 semaines de temps de teinture d'ici le fil de la Manche. Et alors, le début de l'année prochaine, ça va déjà être bien chargé, donc voilà. J'ai répondu aux très peu de questions on m'a laissées, mais c'est très très bien, merci beaucoup, il y avait un peu de tout. On se donne peut-être rendez-vous ce week-end à Saint-Denis ou à Enghien ou à Bruxelles fin septembre, mais d'ici là, je reviendrai, puis parce qu'il il faudra que je vous montre Shape of a Heart. Je me dis que je vous montrerai pas, puis j'ai pas pu m'empêcher parce que je sais pas très très bien les garder, les secrets, c'est compliqué. Je m'excuse d'avoir mis autant de temps à enregistrer. Je crois que j'ai parlé vite en plus parce que j'avais peur que ce soit trop long. Je vous embrasse méga fort comme ça. Merci pour tout ce que vous m'apportez. J'en ai pas reparlé. J'avais mis un billet sur Instagram où j'exprimais un peu les doutes qui me traversent l'esprit pour le moment. Et j'ai mis une espèce de raz-de-marée de mots d'amour, ce qui n'était pas du tout le but. Je voulais juste exprimer un sentiment et je m'attendais pas à avoir des gens... on t'aime, et ça me fait un bien fou, et comme je l'ai dit sur Instagram, je crois que chaque fois que je vais avoir un petit coup de doute ou un petit coup de mou, je vais retourner voir cette publication. Voilà, je vais la garder en favori, allumée en permanence sur l'écran d'ordinateur, ou je ne sais pas ce que je vais faire, mais donc voilà. Merci d'être là, merci à tous, à toutes, thank you, gracias, parce que c'est hallucinant, parce que je me rends compte qu'il y a des gens, vielen Dank, des gens qui parlent d'autres langues et qui essayent de pratiquer leur français, ils sont folles, alors, parce que je parle super vite, mais voilà. Je vous embrasse fort et j'ai promis, vraiment, je crois qu'il faut que je revienne avant mais je sais pas comment je vais faire parce que les 2-3 trucs que je veux tricoter. Je vais peut-être faire un podcast où je vous montre rien la prochaine fois, d'accord? Parce que rien de ce que je vais tricoter maintenant ne peut être vu avant octobre, mais ça me paraît tellement loin, mais tellement loin. Bon, à bientôt, portez-vous bien, tricotez bien.